Ok. Est-ce que tu as des questions, par exemple? Écoute, bon, je m'aperçois que je suis la seule. Je voulais te faire part de certaines expériences. Moi, j'ai mis en œuvre ce que tu préconisais de se lever tôt, de mettre le téléphone sur off. Oui, oui, Voilà, et ça s'est révélé très, très profitable et très judicieux. Bien, oui, ça c'est obligatoire, hein. Ça de c'est un se truc lever un peu plus tôt et obligatoire. puis vraiment de faire une pratique en fermant le téléphone et puis passer à autre chose ensuite. Mhm, Alors, juste en termes d'expérience, on va dire en termes de ressenti, principalement, je fais la purification des souffles, également la prise de refuge que tu as indiqué, etc. Mais mhm, j'ai l'impression que je suis devenue beaucoup plus sensible aux perturbations émotionnelles dans le sens où je les repère beaucoup plus vite. ouais, ouais, Tu c'est pas vois, une il y a mauvaise plus de chose. sensibilité. Donc, c'est par moments un peu, on va dire, comme j'ai pas vraiment la technique immédiatement pour, tu vois, ne pas les saisir, Mhm, je m'aperçois un peu plus souvent, si tu veux, qu'auparavant, qu'il y a des moments où j'ai des espèces de peur, j'ai des espèces de tristesse qui se manifestent. Je pense qu'avant, mhm, elles y étaient. C'est pas des peurs mhm, paniques, hein, c'est, tu vois, des espèces de petits filigranes de trucs. mhm, Et j'ai l'impression que, si tu veux, il y a une sensibilité qui s'est un petit peu développée où je suis plus consciente de ce mhm, qui se passe au niveau émotionnel, on pourrait dire. mhm. Ok. Consensuel, c'est pas une mauvaise chose. Après, les peurs, la peur. C'est-à-dire, ces peurs, qu'est-ce que tu peux, je vois pas très bien la peur, j'ai du mal. Qu'est-ce que tu veux dire par peur? C'est quoi l'idée de peur? L'idée de peur, c'est un sentiment désagréable au niveau du cœur, si tu veux. Hmm, Un sentiment désagréable que moi, je t'associe à la peur, c'est-à-dire un truc où ouais, tu crains quelque chose. Tu vois, il y a rien hmm, dans mon environnement qui peut justifier ça. Tu vois, mhm, ok. Alors, après, si tu veux, ce qui se passe, évidemment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail qui se fait, mais le travail se fait, mais pas pendant les périodes méditatives. Ça, c'est ce que tu dis. Bientôt, tu vois, ça vient après. Ça vient après. La Voilà. méditation, c'est vraiment, euh, comment on pourrait dire? C'est spécial parce que chaque personne médite sur différents trucs, toi. Donc, comment on pourrait dire? Euh, Toi, tu peux penser de cette manière-là. La méditation, c'est comment dire, l'espace que tu donnes à l'être spirituel qui grandit en toi. Ouais, d'accord, ok. Tu Hmm. vois, c'est l'être qui grandit en toi. Et cet être spirituel, il va être testé pendant des périodes méditatives. Mais c'est plus un test qu'autre chose. Ça ne va pas nous faire grandir. Parce que des gens qui sais qui disaient ça la dernière fois, disaient, je crois que c'est toi qui disais ça, disais que la bonne manière de méditer sur le monde, soi, etc., c'est quand quelqu'un t'insulte, etc. C'est pas faux, on peut dire ça, parce que c'est vrai que pour les personnes, mais en fait, c'est très subtil. C'est très, très subtil. On va voir le truc dans notre aspect, avant de parler de tout ça. Le truc, c'est que, tu sais, les maîtres, à un moment donné, ils parlent, ils appellent les, ouais, on pourrait dire les secrets de l'esprit. Quelque chose comme ça. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, un maître, c'est très, très content quand un disciple arrive à ce niveau de finesse de l'esprit, de subtilité de l'esprit. Et Hmm. comme ça, ce que je ne sais pas d'où je vais bosser, on peut prendre un thé et on peut discuter de ce genre de choses. Et il est vraiment très, très heureux. Le maître, il est très heureux quand il se passe cette situation que le disciple, de par sa pratique, surtout de concentration, c'est principalement ça au départ, de concentration, arrive à un moment donné où il est plus ou moins subtil et il peut, disons, il n'est pas toujours quelque part entravé ou englué dans cette notion de moi-je, de moi-je. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut discuter les choses subtiles. Tu vois. Et Hmm. donc, si tu veux, il y a toujours la notion de savoir où en est la personne. Est-ce que la personne, elle est dans se dire,
moi, je perçois l'ego. Moi, je c'est un peu je suis libre. Donc ça, c'est souvent ce qui peut arriver, c'est que on a cette tendance à essayer de comprendre ce que je, ce que la vacuité, Et ouais, etc., ouais, mais ouais, avec ouais. le filtre de moi, je perçois. Ok. Mhm. Et ce maître qui expliquait que quand on nous a etc., on sent le jeu. Ok. On sent le jeu, on sent blessé. Et donc, c'est une manière, si tu veux, de court-circuiter un peu cet aspect de toujours de savoir, moi je perçois le jeu, moi je comprends la notion de l'esprit, etc. Quand tu es dans une situation, Gandalf fait la même chose, dit, quand quelqu'un va pour te frapper, comme ça, tu as quelque chose qui veut s'enfuir, ok? Et donc, ça donne une vision qui n'est pas simplement cet aspect intellectuel ou ces choses qui sont encore très grossières, voilà, très très grossières. Donc ça, c'est Mhm. le premier Ouais, point. ouais, ouais, Une ouais. fois qu'on arrive à ce niveau de subtilité de l'esprit, on peut commencer à, à percevoir tout ce qu'on perçoit au sein de l'esprit sans être entravé par le jeu. Oui. Mhm. C'est-à-dire qu'on oublie l'idée de je entends, je écoute, je comprends, je ceci, je cela. Et donc, l'idée, la conscience, c'est vraiment la conscience. C'est juste la conscience. Cette conscience, on s'aperçoit qu'elle naît avec ce qu'elle perçoit. C'est la conscience ordinaire. Des fois, il y a des gros problèmes par rapport à ça, puisque il faut différencier l'esprit d'un yogi d'une personne ordinaire. Parce que les yogis, des fois, ce que des Gandharvamsha dit souvent, ce problème, c'est dire aux gens de rester là, sans rien faire, détendu, sans rien fabriquer. Et c'est ce qu'on appelle soma, c'est-à-dire la conscience ou fresh. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Parce que pour une personne ordinaire, s'il reste sans rien faire, comme ça, il va dans les pensées, au pire, les perturbations mentales. On appelle l'humanité, ce qui trouble et agite l'esprit. Donc, c'est vrai pour un yogi, mais c'est pas vrai pour une personne ordinaire. Ça, c'est important à bien saisir ces notions. Et donc, il est important pour nous de, de voir où nous sommes. Est-ce que nous sommes dans une situation où la pensée qui est perçue est simplement la conscience, enfin dire, la conscience qui perçoit la pensée qui apparaît est simplement cette conscience qui naît de la base de cette pensée, qui naît sur cette pensée. On appelle namché, c'est-à-dire la conscience qu'on appelle ordinaire. À savoir, il y a quelque chose qui se passe, une pensée, c'est un peu difficile, il y a un son ou quelque chose, et il n'y a rien qui apparaît dans l'esprit si ce n'est ce qui perçoit ce truc-là. Et quand Mhm. il disparaît. Si on est conscient de cette notion-là, on peut commencer à rentrer dans les aspects subtils de l'esprit. Si Mhm. on est encore dans j'écoute un son, je perçois un truc, on n'est pas dans les aspects subtils de l'esprit. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Notre méditation, elle vise avant tout à arriver à cet aspect subtil de l'esprit. Tu vois. Mhm. Et donc, quand tu essaies de peur et tout ça, tu t'as plus besoin. Pour moi, je pense que c'est une valve. Ouais, je sais pas, une valve, un chemin qui est long si tu commences à rester dans cet aspect de jeu. Tu vois. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, l'importance du non-soi. L'importance du non-soi, c'est pas le bon terme. L'importance du non-jeu. Quand il n'y a pas cette notion de non-jeu qui est vraiment ancrée, il y a toujours ce parasite qui fait que l'esprit il ne peut pas percevoir les choses juste simplement, juste comme elles sont. Il est toujours dans de ce travers, de ce biais, de dire, moi, je le perçois. Il ne le dit pas forcément, mais il le vit de cette manière-là. Et l'esprit n'est pas subtil. Et donc, le seul moyen d'être subtil, c'est de se poser et vraiment d'en finir une bonne fois pour toutes avec une idée de jeu. Et Mhm. donc, si on est à ce stade-là, on est dans l'instantanéité de la vie et des choses. Les choses apparaissent, elles disparaissent, et donc, par rapport à ce que je disais au niveau des peurs, des inquiétudes, etc., il n'y a pas lieu d'être. Tu vois. Il n'y a pas lieu d'être, puisque tout Mhm. ce qui est perçu est simplement perçu. Tu vois. Mhm. Il n'est pas lié avec la personne qui le perçoit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je Oui, veux dire. mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux, tu le sais certainement.
quand ce genre d'émotion, quelle qu'elle soit de toutes les façons, surgit quelque part, Hein. d'accord? Ce n'est l'émotion, elle te fait entre guillemets, tu ressens une espèce de souffrance, c'est pas agréable, d'accord? Et ce n'est qu'ensuite que vient conceptuellement l'idée du jeu. C'est-à-dire que c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se Là, passe. ce n'est pas agréable. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas agréable pour qui? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas agréable pour qui? Hmm. Tu vois? C'est-à-dire que si tu veux, quand on fait ce travail sur le jeu, à un moment donné, la souffrance aussi rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que la vie, pourquoi je veux dire ça? Mais fois, des exercices qui font mal, tu vois, qui font mal. Par exemple, je sais très bien, très clairement, moi je fais référence à une retraite très précise, où je sais pas, j'ai besoin de renseigner très clairement sur ce point-là. Et ce que je l'avais dit, je l'ai fait un peu spontanément, de cacher les miroirs, de ne pas regarder dans le miroir, etc., de vivre vraiment cette situation. Et en plus, en retraite, il y a une chose importante, vous pouvez poser la question, pourquoi on ne doit pas se laver, pourquoi on ne doit pas se raser, pourquoi on ne doit pas se couper les cheveux, se maquiller, les ongles, etc. Justement pour arrêter de lier nous avec notre corps. Et donc, ainsi, quoi qu'il en soit, on laisse les choses se faire comme ça. Dans les vraiment Hmm. retraites sérieuses, les gens ne se lavent même pas non plus, parce qu'ils n'ont pas besoin. C'est aussi un test. Si leur corps redevient nauséabond, etc., ça veut dire qu'ils sont bien dans la pratique. Le corps naturel, sans la vignana, si on médite chaque jour, il devrait se sentir de mieux en mieux. Pardon. Toujours est-il. Nous, il y a cette notion-là. Donc, on n'a pas besoin de miracle, parce qu'on ne se lave pas, on ne fait rien. OK. Et donc, dans cette situation, ce qu'on a aussi enseigné des exercices qui étaient très bizarres, des exercices un peu difficiles pour les jambes et tout ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand tu souffres physiquement, qui souffre? Tu vois? Qui est-ce qui Oh. souffre? Hmm. Tu vois? Et s'il y Ouais, a ouais. quelqu'un qui est là pour souffrir, ça veut dire que même si tu crois que tu es bien dans le jeu, c'est pas grave. Tu comprends? Ouais. Tu l'as conceptualisé peut-être qu'il n'y a pas de jeu. Tu as peut-être conceptualisé, tu t'en es même peut-être persuadé, mais tu l'as pas vraiment vécu, tu le vis pas encore vraiment. Et donc, il y a cette grande question, tu vois, quand tu fais un exercice un peu physique qui fait un peu souffrir, etc., soit tu accordes, on va dire, de l'importance et tu suis, parce que l'idée toujours c'est, les pensées apparaissent, c'est pas un problème. Ce que disait Naropa, non, Tilopa Naropa, il dit les expériences, les choses, le matériel, les phénomènes, tout ça, sont pas un problème. C'est la saisie des apparences qui est Ouais, un ouais, problème. ouais, ouais. C'est la Tu saisie vois? du truc, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Tu vois? Donc, quand tu fais ces exercices, qui sont un peu douloureux, même des fois très douloureux, ta bouche, c'est toujours la même bouche-là. Soit tu peux saisir et suivre la pensée, oh, ça fait mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, Mhm. j'ai mal. Et là, tu évites, parce que tu te dis, il y a un truc qui souffre, c'est moi, et je souffre, etc. Soit tu dis, attends, on vient d'étudier que, et de voir que le lama a montré qu'on ne peut rien saisir comme étant jeu. Qui est-ce qui souffre dans le fond? Est-ce que c'est l'esprit qui souffre? Est-ce que c'est le corps qui souffre? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que quelque chose qui est parti à moitié de l'autre? Est-ce que c'est dans l'extérieur? Tu reviens sur une réflexion profonde que tu as et tu fais les exercices. Et tu vois qu'enfin, la douleur, tu peux la supporter complètement, puisqu'enfin, il n'y a pas de récipitant dans cette douleur. Tu vois. Donc, si tu fais un truc et tu dis j'ai une sensation douloureuse, etc., pour moi, j'ai envie de dire, là, tu t'arrêtes et tu dis, qui est-ce qui est douloureux? Pour qui est-ce que c'est désagréable? Tu Ouais, vois, mhm. Ouais, ouais. Mhm. tu vois? Et là, lui, il a approfondi. Là, il a approfondi. Tant Mhm. qu'il y a encore quelqu'un qui souffre, ça veut dire que tu n'as pas encore déraciné complètement. Tu l'as bien compris. Mhm. Oui, oui, je vois ce que On les a tu veux bien dire. Ouais, compris, ouais. tu as bien ce truc, mais il n'est pas complètement déraciné complètement. Et tant qu'on n'est pas éliminé ça, il y aura toujours quelque chose qui est problématique dans notre méditation. C'est certain. C'est Mhm. certain. C'est pour ça qu'on a ces paliers. Tu vois, premier, les véhicules extérieurs, on a dit les auditeurs, les pratiquants Bouddha, les bodhisattvas. Et après, les différents types de tantra. Et si on fait ça dans l'ordre, à la fin, ça marche bien, puisqu'on est
on est dans une graduation et à la fin, toutes les différentes étapes sont passées. C'est comme si tu montes par une échelle. Tu vois, tu me disais, Mm. j'aime bien le barreau 17 ou le barreau 18. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. On va passer dans le 1, 2, 3, 4, 5 pour Oui, arriver à oui, oui, 17. oui, 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 Et d'accord. ça, c'est toujours le même problème. Les gens disent, oh, j'ai des enseignements Dzogchen. Et en ce moment, il y a un truc bizarre. C'est le Dzogchen, il est avant, les gens, ils font du Dzogchen. Vraiment, ça va. Bizarre. Toujours est-il que ça sert à rien. Ça sert à rien de dépenser 1 600 € pour un billet d'enseignement de Dzogchen si la personne n'est plus Dzogchen. L'enseignement est Dzogchen. La personne doit être dans cet esprit. Sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un truc qu'on entend et ça y est, c'est miraculeux, on a compris le truc. Non. C'est une situation qui est amenée graduellement par une introduction. Le maître introduit. Littéralement, il montre les différents aspects. Et le premier qui montre dans les textes, c'est très clairement dit, en référence au Tempe, cosa de, Totushen Tempe Nima, ce texte en Seigneur Rinpoche. Et ça, le nous soi. Réfléchissez où est le soi. C'est important. Donc, je peux négocier. Si tu passes pas ce barreau-là, s'il y a encore quelque chose qui est là à être désagréable, désagréable ou déplaisant, quelque chose, ça veut dire que il faut encore réfléchir. Tu vois. Et à la fin, quand vraiment tu l'as déraciné, tu es tranquille. Tu vois. Tu peux vraiment te nourrir de tout ce qui se passe. Tu sais, quand, comment ça veut dire, comment on appelle ça? Euh, Gour Rinpoche, il est né, tu vois. Ils ont Mm. demandé, le roi Indrabhuti a demandé qui est ton père, qui est ta mère, et de quoi tu te nourris, tu vois. Donc il a dit mon père c'est Ruka, ma mère c'est Rajogini, et je me nourris de Nyumonpa, de pensée discursive, ou de Nampo, de pensée discursive. Donc, pouvoir se nourrir de cela, il faut bien avoir une notion d'une saisie de je me nourris de quelque chose. Puisque c'est ça la cible, donc on ne peut pas s'en nourrir. On parle beaucoup de libération. Je vais me libérer des pensées, le rangchol, le getchol, tous ces différents trucs de libérer. Mais on ne peut pas se libérer si on est tombé dans le panneau. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, je ne vais pas tomber dans le trou si tu es déjà dans le trou. C'est pas si ici, pour vous libérer ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste, qui va venir le saisir. Bon. Parce que s'il le saisit, il n'est pas libéré. Et donc, toute cette aspect-là, c'est où est-ce qu'il saisit. Notre travail, il est dans cette réflexion de voir le jeu, tous ces trucs-là, c'est pour vraiment complètement faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui puisse saisir. Et donc, c'est libéré, naturellement. Mais s'il y a un truc qui vient de saisir, ça ne peut pas être libéré. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'il y a plus de subtilité, c'est bien, ça veut dire tu commences peut-être à toucher à des perturbations qu'on pourrait dire plus subtiles. Tu vois. Et Oui, c'est non, là, mais il faut. complètement, si tu veux, je me suis aperçue, on a tous une certaine opinion de nous-mêmes qui en général est assez bonne, donc je n'échappe pas à la règle, mais je me suis aperçue, si tu veux, qu'il y avait des pensées entre guillemets, d'orgueil, des trucs qui me venaient que j'avais jamais remarqué. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Des trucs positif. très, très fugaces ou paf, une réflexion qui me vient à l'esprit, j'en ai eu Hum, conscience. Tu vois ce que je veux hum. dire? Ça passe très vite en fait, ça. Mais du Bah, coup, l'esprit est rapide, bien sûr. je suis beaucoup plus consciente. Je ne sais pas si c'est des pensées, mais ça vient avec des émotions, de petites choses, si tu veux, qui passent très vite dans l'esprit et qui Mhm. sont ben, l'envie, l'orgueil, qu'on peut cataloguer selon les cinq, tu vois, les Mhm. cinq poisons de l'esprit, quelque part. Mhm. Là, Mhm. je les vois bien passer, si tu veux. Tu Mhm. vois, je vois le truc. Donc, et ça, c'est par exemple dans les purifications des souffles ou après la purification des souffles, je vois bien qu'il y a des pensées très fugaces qui arrivent où Mhm. il y a un petit jugement qui se passe par rapport à une situation que j'ai vécue. Paf, ça m'arrive dans la Mhm. conscience, ça part. Mhm. Avant, je ne Mhm. voyais pas du tout ça. C'est bien, c'est positif. C'est-à-dire, l'idée, plus on avance, plus l'esprit devient clair. Et en fait, ça se ressent au niveau du corps et des consciences. C'est le Oui, plus important, c'est oui, le corps et oui, les oui, consciences. Le corps oui, devient beaucoup plus fluide, les consciences complètement. deviennent plus fluides. Oui, Puis après, ça, il y a c'est aussi vrai. une ouverture sur autrui. Alors, logiquement, Ça, ça va de pair, l'aspect de la compassion, de penser aux autres, ouais, d'être ouais. généreux, de tout ça.
tout ça vient. Parce que C'est vrai. s'il n'y a plus rien qui saisit, qui est inquiété, on peut être généreux. Il n'y a pas de problème. Il y a pas Ce que de, tu dis aussi sur de logique le là-dedans. corps, c'est très très vrai. Après, je vais laisser parler Alexandra parce que je monopolise un peu le truc, mais une souplesse dans le corps incroyable, quoi, en fait. Si tu veux, ça Oui, c'est bien sûr. Ouais. remarquable, hein, c'est incroyable ça. Oui, mais ça, c'est normal. C'est l'idée. On travaille, c'est pas pour rien. Parce que disons, on est modeste, on n'a rien, on n'a pas de poids, il n'y a rien. Mais on travaille vraiment avec une volonté d'avancer sur cette voie. Mais Je ça, laisse, c'est clair. Et laisser ça parler marche. Si on est Alex. sérieux, ça marche. C'est sûr et certain. Ok. Alexandre, tu es resté tranquille. Est-ce que tu as des questions, des choses spéciales? Ça va? Oui, ça va très bien de mon côté. Ça se développe bien, je trouve en tout cas. Hmm. Euh, j'ai essayé un peu de lâcher un peu le côté physique, c'est-à-dire le Mhm. matin au conquête. Cependant, ma réalité matérielle m'a rattrapée il n'y a pas longtemps. J'ai eu la gentillesse d'un collègue, puisque moi, tu sais, je suis tu connais peut-être pas mon chemin, mais je suis à la direction d'une entreprise. Mhm. Et donc, du coup, qui m'a dit, mais c'est bien aussi d'aller chez le coiffeur, de faire ses ongles, de s'acheter des fringues, de tout ça. Mhm. Et donc, il y a aussi une réalité qui fait que même si je vais pas, j'ai compris que l'image en société était aussi importante pour les autres, pas Mhm. forcément pour soi, mais pour les autres. Donc, il faut Mhm. quand même mettre son habit du matin pour donner quelque chose qui doit être donné dans son quotidien. Moi, Mhm. je m'y attache pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément beaucoup de Mhm. manière générale, mais c'est quelque chose à donner pour les autres. Ouais, ça Si, c'est vrai, c'est juste, c'est très juste, c'est très juste. Mais ça c'est le minimum, c'est d'être propre, de sentir bon, d'être, tout ça ah, c'est non, des ça va choses de... plus loin que ça, hein. Ah ouais, ça va plus loin, ça Ouais. peut-être. Moi je suis On un est peu à dans le Colombes, basique, proche dans le basique. banlieue, dans des bureaux tertiaires, très bobos, très machin. Mhm. Ouais, bon, why not? Mais et donc du coup, j'ai fait ce test-là, mais c'est ce qu'on m'a renvoyé, en tout cas cette semaine, et j'ai Mhm. compris ça, en tout cas profondément. Moi, ça m'a permis aussi de me rassurer sur le fait que je n'étais pas forcément attachée à ça. C'est pas Mhm. quelque chose qui m'intéresse profondément, d'avoir les nouvelles fringues ou d'avoir le nouveau fond de teint ou Mhm. d'être hyper tiré machin. Maintenant, c'est quelque chose qui est nécessaire dans cette société-là où je suis. Ouais, mais tu Euh, peux le voir comme ça, c'est OK, tu vois. Toujours le truc, c'est pas les choses qu'on a ou les choses qu'on fait qui sont importantes. C'est toujours la motivation qui est derrière, tu vois. Si ta motivation, c'est d'être bien pour les autres, de donner une image qui les rassure, qui les, il est entre guillemets, sûr, voilà. qui les réconforte, c'est OK, tu vois, c'est OK. Mais si tout ça, ça fait partie du chemin des bodhisattvas, tu vois, ça fait partie du chemin C'est des bodhisattvas. pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail de la vie d'un bodhisattva qui n'est pas tourné vers autrui. C'est pas d'objet, il parlait de ça aussi. La manière dont on s'habille, la manière dont le bodhisattva va s'habiller, il va le faire avec d'élégance, avec finesse, avec beaucoup de, je sais pas, quelque chose de différent d'une personne ordinaire. Et ça montre une qualité de l'esprit, de finesse, etc. C'est plus facile pour les femmes, parce que cet aspect de sagesse. Les femmes, naturellement, il y a un aspect de sagesse. Les hommes, Hmm. c'est un peu plus difficile. Mais il y a cet aspect-là. Par exemple, je sais pas, dans chez moi, il y a beaucoup d'habits avec beaucoup d'élégance, beaucoup de raffinement, beaucoup de choses comme ça dans ses manières, dans ses gestes, dans ses... Tout ça, ça fait partie du chemin du bouddhisme. Et c'est ça la réelle pratique. C'est ça la réelle pratique. C'est-à-dire que il y a comme ça, c'est à chacun de le découvrir peut-être, c'est pas à moi de le révéler, mais je sais pas. En tout cas, l'idée, c'est que souvent on pense, comment on pourrait dire, on pense que cette voie du bouddhisme, elle est, comment on pourrait dire, elle est faite de visualisation, de déité, de ceci, de cela, de tout un tas de trucs extérieurs. Et que, en fait, le quotidien, la relation aux êtres, les différents détails, les différents aspects dans la manière dont on vit, dans la manière dont on va se nourrir, dans la manière dont on va
s'habiller, on va dans quel endroit, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est comme un truc, bon. Et donc, en fait, si on est dans cette vision-là, on a un esprit extrêmement grossier. On a un esprit extrêmement, extrêmement grossier. Et plus l'esprit s'affine, Geneviève, elle l'a utilisé pour voir les subtilités de l'esprit, c'est bien. Mais un autre aspect, c'est le quotidien. Le quotidien va évoluer aussi, dans le sens que on va être beaucoup, beaucoup plus attentif à toutes les choses de notre quotidien. Ce qu'on va manger, la manière dont on va manger, la manière dont on se vêtir, la manière dont on a une relation aux autres, etc. Par exemple, il y a une chose très simple. Généralement, si on est invité, on se concentre simplement sur le repas. On mange, c'est bon, c'est bon, c'est bon, puis on pense, tiens, j'ai mangé ça, c'était bon aussi, etc. Mais avec cette subtilité d'esprit, graduellement, on pense, mais si c'est bon, s'il y a des gens qui l'ont préparé et qui ont passé beaucoup de temps pour le faire et qui l'ont fait à notre intention et qui l'ont fait pour nous. Et après, on va manger seulement son assiette. On va regarder les gens qui sont autour de nous. De quoi ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un il veut du pain? Est-ce que quelqu'un il veut du sel? Est-ce que quelqu'un il a besoin d'eau, etc. Et on va être davantage attentif à la situation de ce repas qu'on partage avec les autres, plutôt que simplement manger nous et notre propre intérêt, etc. Il y a comme une ouverture. Le Subhato Rinpoche dit aussi les yeux d'Amritsar sont différents des yeux des êtres ordinaires. À savoir que ses yeux sont ouverts sur le monde. Il n'est pas, il ne pas retourné vers lui-même. C'est la différence entre les auditeurs, les héros solitaires et le bodhisattva. L'auditeur, l'héros solitaire, il est dans cet aspect de réfléchir sur la vacuité, sur tous ces différents aspects, le moi, le non-je, etc. Mais c'est un regard qui est vers lui-même. Il regarde en lui-même. Il voit les choses, il voit ce qui vit dans son esprit, il essaie de comprendre la nature des phénomènes de son point de vue, etc. Le bodhisattva, il dépasse cette étape. Son regard est tourné vers autrui. Et il vit dans cet aspect. Pour ça, Chenrezig, une fois encore, le bouddhisme tibétain, c'est très, très beau. C'est une grande beauté, une grande souplesse, vraiment extrêmement beau. Chenrezig, qui est le bodhisattva de la compassion. C'est quoi son nom en tibétain? C'est l'œil, c'est les yeux. Tian, c'est juste les yeux. Il n'y a pas d'autre explication possible. Tian, ça veut dire œil. Honorifique, en tibétain ordinaire, c'est mythe. Si c'est en tibétain honorifique, c'est Tian, mais c'est les yeux. Donc, à quel point les yeux sont importants pour la compassion? Parce que c'est les yeux qui nous permettent de percevoir ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça, Chenrezig, quand il a une certaine forme, il a. Oui, ça implique de. Il a tout conçu. Peut-être qu'il l'a fait exprès, je ne sais pas. Ok, on va voir. Ok, donc Chenrezig, il a une forme avec 1000 bras et dans chacune de ses mains, il y a un œil. Donc, qu'est-ce qu'il a multiplié? Il a multiplié les yeux et les mains. Vous voyez? Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Cette ouverture de la compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, quand on développe cette subtilité d'esprit et qu'on développe l'ouverture de cœur, graduellement, on regarde. Et quand on regarde, on n'a qu'une envie, c'est d'agir. Et plus on regarde, plus on a envie d'agir. Dans la notion de 1000 bras avec 1000 yeux. En tibétain, on appelle Shenton Shenton. C'est vraiment Chaton Shenton. Ça veut dire 1000 bras, 1000 yeux. Comme ça qu'on l'appelle. Voyez. Et donc, c'est toute cette notion-là qui est importante. Et notre travail méditatif, comme là, on est un peu entre bouddhistes, on peut en parler un peu. Mais en réagissant sur en plus, on va en parler aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dissocier de l'ouverture du cœur. Il ne veut pas s'allumer. On ne sait pas, on va rester dans le monde. Il ne veut pas se dissocier, on ne peut pas le dissocier de l'ouverture du cœur. Tout ce qu'on a vu sur l'aspect de la souplesse du corps, la subtilité de l'esprit, etc., ça va de pair avec l'ouverture du cœur. Et si on est honnête, les canaux ne peuvent s'ouvrir que par la compassion. Que par la compassion. Sans compassion, sans ouverture de cœur, le souffle ne fonctionne pas. C'est pour ça, quand une personne il est tournée vers lui-même et insiste de sa méditation, de sa pratique, on ne sait même pas pourquoi, et on ne va pas très loin. On s'arrête très vite. On s'arrête à l'auditeur réalisateur solitaire. Il ne faut pas aller plus loin. Le chemin d'entrée du Mahayana, c'est la compassion, c'est l'esprit d'éveil. Il n'y a pas 25 possibilités. Et donc ça, c'est un point. Ouais, vas-y, je t'écoute, Alexandre.
J'avais une question sur l'ouverture du cœur Mhm, euh, et sur la diffusion, d'une certaine manière, ou la répartition. Je sais pas comment mhm, expliquer ça. Quand c'est concentré, mhm, comment tu fais, comment mhm, tu fais pour canaliser, ou en tout cas faire en sorte que ce soit plus fluide et que ce soit plus fluide, plus diffus. mhm. Ouais, c'est vrai que l'ouverture du cœur, en fait, la première chose, c'est s'aimer soi-même. Ça, c'est le premier point. Tu vois. On doit s'apprécier nous-mêmes. On doit, tu m'entends bien? Oui, ça va? Oui, il y a quelqu'un qui fait WhatsApp, c'est bon, ça, c'est pas des problèmes. Ok, ça va fermer la fenêtre. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que, en fait, la première attitude, elle est tournée vers soi-même. L'ouverture de cœur, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de son existence. Comment on vit? Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très, très intéressant et ça va de pair. C'est-à-dire, on vit pour les autres aussi. L'image, entre guillemets, qu'on donne aux autres. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Qu'est-ce qu'on apporte dans ce monde? Et ça, c'est indispensable de soi-même avoir une appréciation de soi-même. Sans appréciation de soi-même, tu ne peux pas donner une image d'une personne épanouie. Je veux dire, là, j'aime tout le monde, mais moi, je me déteste. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même en premier. Et s'aimer, ça veut dire, euh, bon, il y a un aspect très simple. Quand on dit, on veut être bénéfique à tous les êtres. Dans tous les êtres, on est dedans aussi. On n'a pas besoin de sortir du monde spécialement, mais on est dedans. Et donc, notre vie doit, je n'aime pas beaucoup dire des paroles comme ça. Bon, comment on pourrait dire? Le conseil, on va dire le conseil, c'est que la, la paix, la paix, la tranquillité qu'on peut éprouver en méditation, elle doit infuser dans notre quotidien, dans notre environnement et avec les autres. Ça, c'est indispensable, tu vois. Et sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Je suis paisible, je suis tranquille, mais chez moi, c'est le bordel, il y a tout un tas de trucs à droite, à gauche, je range jamais, c'est pas propre, non, c'est pas possible. C'est pas une logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, l'idée, cette paix, cette tranquillité, elle se reflète dans le quotidien. Et elle va nous ouvrir, avant d'ouvrir sur les autres, la compassion, etc., dans un premier temps, sur les détails. Sur les détails. La vie devient extrêmement détaillée. Tu sais, Padma Sambhava, selon un peu notre exemple, il disait, ma vie est aussi vaste que l'espace, et mes actions sont plus fines que les grains de la farine. Et donc, il y a énormément de détails. Et si on n'est pas dans le monde pas, on peut être dans les détails. Si on est dans le monde pas, il n'y a plus de détails. Puisqu'en fait, c'est là la subtilité. Voilà. C'est une situation. C'est-à-dire, si on est pris dans le monde pas, le désir, la colère, la haine, les jalousies, on oublie le monde. Le monde disparaît. Le monde disparaît, tout disparaît, il n'y a plus rien qui reste. La seule chose qui reste, c'est ce qui nous perturbe l'esprit, c'est ce qui nous agite l'esprit. Supposons qu'on ait de la colère, ou de la haine, ou de la jalousie, ou n'importe quoi, tout l'univers qui nous entoure, il disparaît complètement. Il n'y a plus de détails, il n'y a plus de finesse, il n'y a plus d'attention à soi, il n'y a plus d'attention à qui que ce soit. On est complètement omnibulé par un truc et c'est fini, il n'y a plus rien. Et donc, la méditation nous permet graduellement, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais graduellement, de lâcher un peu ce truc. C'est-à-dire lâcher un peu, ne monte pas. Pendant un instant, voilà, hop, celui je le laisse un peu tranquille, et l'esprit devient paisible, devient tranquille. Et avec cette tranquillité, on va pouvoir être attentif à tous les détails de notre vie. Et en général, dans cette situation-là, la personne va faire un gros travail de rangement. Ranger à tous les niveaux. Les rangements extérieurs, les rangements intérieurs, ses fréquentations, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, etc. Et recalibrer les choses avec cette ouverture. Comme si, jusqu'à maintenant, on était dans le noir et que dans le brouillard, graduellement, le brouillard se dissipe. Et on commence à voir, ah ouais, tiens, il y a des trucs chez moi, je vais pas faire attention à ce truc. Et on va se rendre compte, par exemple, qu'on a plein de choses en double. Peut-être on a acheté, je sais pas moi, 25 brosses à dents, ou deux fers sucés, ou ses cheveux, etc. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai acheté ça? Moi, je dis, c'est fou, hein. Parce que nous n'étions pas attentifs. Nous n'étions pas attentifs à tout ce que nous avons, ce que nous avons fait, etc. Et donc, dans cette situation, il y a beaucoup de gâchis.
Et c'est notre vie en général. On passe à des choses, et puis après, on peut réfléchir à l'utilité des choses qu'on a. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce truc ou pas? Non, c'est une autre question. Toujours est-il, il y a cet aspect qui apparaît. Et donc, la vie devient comment ça dit? En anglais, on dirait conductive, c'est-à-dire elle devient, notre environnement et notre vie devient en accord et devient quelque chose qui nous aide pour la méditation. C'est pas un obstacle, ça nous aide. Par exemple, si on rentre dans une chambre, notre chambre est bien rangée, à tous les niveaux, tous les placards, elle est propre, etc. On n'a pas des choses inutiles, on n'a pas envie de choses inutiles, notre esprit va être tranquille. Et c'est là où on va comprendre l'importance de la méditation, de créer cet espace. Puisque on va voir que dès qu'on a une perturbation mentale, aussi petite qu'elle soit, ça va tout bouleverser. C'est-à-dire, waouh, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma pension en détail, j'ai perdu ma paix, j'ai perdu la tranquillité d'esprit, j'ai perdu la joie, j'ai tout perdu. Voilà. Mince. Bon, c'est une expérience. Et donc, OK, maintenant je laisse de côté et je reviens à ça. Et c'est vraiment un monde qui s'ouvre. C'est vraiment un monde qui s'ouvre. C'est un monde qui s'ouvre. C'est-à-dire, toutes les choses prennent une valeur presque, comment on pourrait dire, tout devient un univers. Et boire un thé, ça devient quelque chose de magique. Voyez, on prend la tasse, on verse le thé, l'eau, on pose les choses. Tout devient une vie en soi. Et tous les objets qu'on va avoir, qu'on va faire, il y a une totale comment ça dit? Il y a une relation totalement différente avec eux. Donc, quand tu parles de l'ouverture du cœur, c'est ça dont on parle. Tu vois? C'est-à-dire que le l'esprit n'est plus omnibulé par la haine, la colère, la jalousie, l'orgueil, ce que tu voudras. Ça se dépose, ça se déplace. Ah, mais tiens, oui, le temps. Il faut recommencer à voir les choses de manière totalement différente. Et dans cette vision-là, on va être extrêmement sensible à autrui, les gens qui nous ont. Puisqu'en fait, on va pas être sensible de manière sensible ou intellectuelle, oui, puissent tous les êtres dans le bonheur, et faire le femme régler, quoi. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de penser, comme disait tout à l'heure, quand on a invité un repas, on réfléchit, tiens, c'est quelqu'un qui a préparé le repas pour nous. Il s'est levé ce matin, et il pouvait faire d'autres trucs. Il était dans la cuisine, il a épluché les légumes, il les a coupés, il les a taillés, il les a préparés de manière à ce que maintenant je puisse jouir de ce repas. Oui. Donc, par exemple, même si, donc, des fois, on est en enseignant, etc., on n'entend pas dessus, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire à manger. Et il le fait pour nous. Oui. Et donc, il y a cette intention. Et avec cette intention, le cœur, naturellement, il devient, comment on pourrait dire, reconnaissant envers tous, quel que soit leur problème. Les gens, ils ont des difficultés, ils ont des tensions, mais ça n'empêche pas qu'ils font des choses très bénéfiques pour nous et qui sont utiles à un certain niveau. Et donc, l'attention va être portée sur le bienfait apporté et leur volonté ici d'être heureux. Voyez? Pas, pas sur leurs défauts ou leurs limites. Oui, je t'écoute. Alexandre, je pense que tu veux parler, Alexandra. Oui, pardon. Tu Vas-y, disais à un moment, dis-moi. tu disais, mais qu'est-ce qui a évolué dans votre pratique ou qu'est-ce qui a évolué dans votre quotidien? Ouais. Il y a quelque chose qui était déjà présent dans mon quotidien, Mhm. bizarrement, qui avait déjà ce terreau-là. Euh, mais maintenant, les gens, des gens, des Mhm. gens, viennent te parler de leurs problèmes Mhm. ou de leurs bobos ou de leurs Mhm. tracas ou de leurs souffrances d'une certaine manière et demandent d'une certaine manière de l'aide. Là, Mhm. depuis, ça fait 3 semaines, je pense. Mhm. Des gens pas, je ne sais pas, des gens qui viennent te parler de ça. Et à la Mhm. fin, ils te disent, je sais même pas pourquoi je t'ai parlé de ça. Mhm. Non, mais c'est tout à fait normal, tout à fait normal. C'est le Et travail de Satan, c'est d'aider les autres, c'est d'être le serviteur des êtres. Et donc, avec cette intention de vouloir être bénéfique, qui se déroule de nous, on n'est pas obligé forcément d'être dans ce trip, c'est juste un état de fait, c'est juste une situation, si tu veux. c'est ouais, L'esprit, c'est comme le il truc n'est qui plus dans vient. l'égoïsme, comme il n'est plus dans l'égoïsme, il n'est plus dans le centre soi, cette ouverture se voit. Tu vois. Et les gens qui ont besoin d'aide vont venir
qui est demandé de l'aide. Et après, tu auras les moyens et les outils, sans même savoir d'où ça vient, vraiment, mais les moyens et les outils d'aider ces personnes. Parce que c'est le dynamisme dans lequel tu t'engages. Et tu grandis aussi par l'aide apportée. Tu vois, on dit toujours c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en bodhisattvaté qu'on devient bodhisattva. Et tu veux dire, c'est l'aide que tu apportes aux personnes du mieux que tu peux. C'est mais quoi qu'il en soit, tu fais le mieux que tu peux. Et cette aide fait que tu grandis. Que tu dis, ah ouais, tiens, j'ai fait ça, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mais bon, apparemment, ça a été utile. Donc, ça avance, tu vois. Et Ça l'idée, avance. c'est ce que disait Stéphane Bourget, il insistait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette notion-là, c'est-à-dire pourquoi on doit être sérieux dans notre méditation. Pourquoi on doit être sérieux dans notre pratique et dans notre étude et tout ça. Pourquoi on doit faire cela? Et la réponse, elle est claire, c'est qu'on doit penser aux générations suivantes. Si nous-mêmes, nous avons reçu la chance de recevoir des enseignements magnifiques, que ce soit de Shepa Dragé, tous les grands maîtres du passé, etc. Si nous en faisons rien, je vous dis toujours, qu'est-ce qui va se passer pour la génération suivante? C'est comme s'il y avait une lumière qu'on t'a transmise et que tu aurais une possibilité de transmettre cette lumière, parce que tu l'as reçue aussi des gens du passé, mais on ne peut pas la transmettre. Par ta négligence, par ta paresse, par tout ce que tu voudras, c'est très triste. C'est très triste. Et c'est pour ça que notre responsabilité, elle est importante. On n'a pas besoin de donner des titres ou des je suis le détenteur de nanani, nanani. C'est pas le problème. Le truc, c'est que tu dois réfléchir cette lumière qu'on t'a transmise, afin que d'autres puissent aussi la voir, la préserver, la développer et la transmettre à leur tour. Tu vois. C'est très, très, très important. C'est très important. Tu vois. Nous, on a une vision, souvent, moi, je ne pensais pas du tout ça. Quand j'ai commencé la méditation, il y a quelques années, je ne pensais pas du tout ça. Moi, je voulais juste être cool, tu vois. J'en ai de penser, d'avoir plein de problèmes. Je veux juste être peinard dans mon esprit, être détendu, ça. Mais c'est pas du tout ça, le chemin. C'est pas ça la voie. La voie, c'est réellement, on nous transmet quelque chose, et si on l'a reçu avec authenticité, l'objectif, c'est qu'on puisse à notre tour faire en sorte que les autres générations puissent en profiter. C'est pas obligé, il pensait toujours une génération après nous. Ça n'est pas une génération. Parce que nous sommes, pour lui, que des moyens qui lui permettent d'être bénéfiques aux générations suivantes. Ça passe par nous, mais c'est tout pour nous. L'idée, c'est ça. La lumière, elle ne s'arrête pas à nous. Ça serait vraiment triste. Moi, j'ai tout gagné, à un moment, je suis cool, et les autres, pour moi, la pluie. Non, l'idée, c'est ça, tu vois. Et donc, ce que tu es en train de vivre, et je pense que c'est très, très, très positif, et c'est vraiment, ça va dans cette démarche, c'est que cette lumière que tu reçois et que tu développes, et quelque part nourrie par ta méditation, par ta pratique, elle commence à rayonner. Et en rayonnant, elle attire des gens qui ont besoin de lumière. Il y a plein, plein de gens qui ont besoin de lumière. Il y a même beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils ont besoin de lumière, qui sont dans l'ombre et qui sont tristes et malheureux. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Seigneur. D'autres, quand ils voient quelqu'un comme ça, ils ont le réflexe de venir le voir. Ils disent voilà, j'ai un problème. Ça m'arrive aussi des gens un peu bizarres qui viennent me voir pour des trucs. Mais c'est ok, ça fait partie du travail. Et c'est là justement le plus important, et il insiste encore, pardon, je le dis, mais j'insiste encore, de ne pas être attrapé par le soi. Si tu es attrapé par le soi, c'est foutu. C'est foutu. Parce que le bien que tu vas faire, il va être pollué par l'idée de moi, je fais du bien. Et là, maintenant, il lui faut un truc. Moi, je suis carrément, on va m'appeler un truc, je ne vais pas rester comme ça, tout ça. Au minimum Rinpoche ou Lama ou quelque chose, tu vois. Parce que j'ai fait tout ça. Mais quand même, non, tu vois. Il faut pas que ça. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas une ombre de souillure de cette moi, je suis ceci, cela. Sinon, c'est foutu. C'est bon. Donc, c'est vraiment, vraiment important, quand on commence à rentrer sur cette voie, de vraiment faire très attention à ça, de toujours, comme base fondamentale, de réfléchir qu'on trouve rien qui soit je. On trouve rien qui soit je, qui soit le, comment on pourrait dire, qui soit le, ça, on peut mettre un chapeau, ok, la tête, on va mettre un titre ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça.
Il y en a pas, même si on dit, sinon j'aimerais bien mettre un truc sur un autre. Il y en a pas. Et donc, de là, ah oui, mais cool, ouais, moi je suis cool. Ouais. Donc, on vit les choses dans l'instant, dans la situation. Et effectivement, si on peut être bénéfique, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est vraiment très bien. Vas-y, je t'écoute, Alexandra, je vais te dire encore un truc. Et d'ailleurs, pour la rejoindre, c'est un moment. Moi, forcément, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai tout ça. Ça n'enlève rien dans mon quotidien. Mais le regard, il est différent. Soit j'en rigole, soit je trouve ça. Je m'attendris devant ce que je viens de voir, ou c'est quelque chose qui est. Ok, c'est là. C'est là, mais Très il bien. y a quelque chose, je trouve en tout cas, une fois que les émotions sont regardées d'une manière plus haute et plus compatissante avec soi-même, d'une certaine manière. Mhm. Mhm. Euh, la vie, la vie, et on peut la remercier d'une certaine manière d'être né en France, d'avoir à manger, d'avoir tout ça, mais de pouvoir vraiment la vivre. C'est-à-dire vraiment la vivre Mhm. comme elle est, et avec ce qu'on a, hein. Ce Mhm. qui est assez exceptionnel dans notre cas, même s'il peut y avoir des souffrances Mais quand on met un pas de côté sur l'émotion et juste, en tout cas, moi, c'est la même chose. Tu sais, quand la personne, elle a dit à un moment, mais il faut que tu mettes un masque, hein, grosso modo, hein. Un masque de maquillage ou d'habit, on appelle comme on veut, Mhm. ou un déguisement, on s'en fout. Mhm. Mais c'est la même chose dans son quotidien, pour moi maintenant, c'est la même chose dans mon quotidien quand je vais faire mon quotidien. Voilà. Mhm. Je vais faire mon Mhm. quotidien, mais tout ce qui est dedans, tout ce que je peux rencontrer dedans, du coup, a une autre saveur. Mhm. C'est-à-dire que c'est plus ah ça me fait excusez-moi hein, suer de machin ou ah c'est juste c'est rigolo ou c'est machin. Ça a une autre saveur. C'est comme si à un moment quand tu mets ça de côté, t'as l'impression de redécouvrir un peu les saveurs. Mhm. 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 Oui, c'est très positif, ça, c'est très positif. C'est exactement ce que disait Thibaut Jeune aussi. Parce que des fois, on attend, se dire, on imagine, on va réaliser le truc, on attend, je sais pas. Quand on entend, c'est comme des trucs qui tombent du ciel, ou des documents qui sont, qui commencent à faire un truc de fou, on a vu, etc. Et en fait, non, et rien de tout ça. Néanmoins, il dit, vous les éloigne, c'est bien, ça suffit. Vous êtes là et vous êtes ici présent. Vous n'avez pas besoin de plus. Ouais, c'est ce que je parle à mon sens, peut-être pas forcément. Mais en fait, c'est ce qu'il dit, c'est les mots qu'il emploie. Si vous êtes là, vous êtes ici, vous êtes avec, comment dire, vous êtes présent, vous êtes là. Et vous n'avez pas besoin de plus. Tu vois. Et ça, c'est très précieux. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens. Mais l'idée, c'est que nous, on s'attend, tu vois, quand on entend des réalisations, des trucs, on s'attend, je sais pas moi, des lumières, des bouts qui sont venus, des trucs explosions, ou des chiens, des danses, ou je sais pas, des fleurs. Désolé, mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est ce que tu viens de dire, tu vois. C'est cet état dans lequel tu peux vivre des perturbations, comme on dit, la colère, la haine, tous ces trucs-là, mais c'est OK. C'est pas gênant. Ou encore les situations qui te je suis en retard, ou ça va pas, ou je sais pas, ou comment faire, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est OK. Comme tu dis, on en rigole. On apprécie les choses. On vit la vie d'une toute autre manière. Toute autre manière. Et tout n'est que saveur. Après, il y a des saveurs plus ou moins simples. Il y a des saveurs amères, des saveurs sucrées. Les mal de tête, c'est une saveur, pas forcément génial, mais c'est aussi une saveur. Tu vois. Les différents aspects. C'est-à-dire que c'est là où tu vois, et ça, c'est vraiment ce que tu dis, en lecture de cœur. Tu vois. Au tibétain, cœur et esprit, c'est le même mot. Il n'y a pas de mots différents. Cœur, le cœur physique, on dit nous, mais c'est le cœur physique ou c'est l'espace dans lequel
on va dire l'espace, le lieu du cœur, mais le cœur et esprit, c'est le même. C'est Puk. Voilà. Puk compassion, on dit Puk Dieu, c'est-à-dire Dieu esprit. Dieu, c'est quelque part grand, c'est suffisant, c'est great, un peu le Seigneur, le cœur Seigneur ou l'esprit Seigneur. Et donc, c'est ça l'idée, tu vois. C'est-à-dire, en fait, quand tu es dans cet esprit, tu es le Seigneur de ton cœur. C'est-à-dire, tu n'es pas misérable, tu vois. Quand tu tombes dans la haine, ou l'énervement, le stress, ou tout ces trucs-là, ou l'inquiétude, tout ça, tu es misérable. Tu n'es pas un seigneur. Tu vois. Donc l'idée, quand tu es tranquille, tout ce que tu peux vivre, ok, why not, je veux dire. Si c'est agréable, si c'est pas agréable, peu importe, c'est pas important en définitive. Le plus important, c'est d'avancer dans cette voie. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et la méditation, qu'on ne va pas un jour dans notre discussion, la méditation, c'est ce qui fait grandir cette personne, ce qui fait grandir ce Seigneur du cœur. Tu vois. Et c'est important et c'est essentiel. Tu vois. Même, on peut penser des gens comme Mère Teresa, des gens qui font énormément de choses bénéfiques pour les êtres, etc. Ça n'empêche pas qu'elle se lève à 3 du matin pour faire ses prières, pour faire son truc. Et c'était indispensable. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle a fait au niveau de matériellement, concrètement, etc., si elle ne prend pas elle-même le temps de grandir. Et donc, c'est ça. Moi, je le disais, c'est bien maintenant, coupe le monde, je coupe le téléphone, donc vraiment, l'idée, c'est méditer, travailler sur les souffles ou différents aspects en fonction de où on est, de ce qu'on doit parcourir. Et ça, chacun doit le savoir. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire qu'est-ce que je dois pratiquer maintenant. C'est une telle évidence pour la personne qui est sur le chemin de où il en est, de ce qu'il doit faire, que c'est pour ça qu'on dit il n'a pas besoin de vrai maître. Alors, on le voit dans la prière, je ne sais pas si on n'a pas fini la prière, on a dit no rushin tuje kuju sampo les opé, j'en ai que la mana, zik nan kasuchi, no comment ça dit, Tungilama, Jean-Luc Tungilama. Jean-Luc, l'observation de soi-même, de la conscience qui se voit elle-même. Tungilama, c'est le vrai maître. Et cette situation est telle que, quand on est à ce stade, on sait très clairement de ce que nous devons faire. On n'a pas besoin d'un outil. Les maîtres, ils sont là pour nous donner les outils dont on a besoin. C'est leur rôle à un moment donné. Ils sont là pour nous donner les outils dont on a besoin. Ils sont gentils. Si on en a besoin, ils nous les donnent. Mais le maître réel, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est notre certitude de ce qu'on doit faire au moment où nous en sommes. Tu vois. C'est comme toi, tu t'es dit, je dois mettre le maquillage, je dois faire ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Sans y être attaché, mais je dois faire ça. C'est clair pour toi. Et tu vas le faire, parce que c'est clair. Donc, de la même manière, quand vous méditez le matin, vous savez ce que vous devez faire. Enfin, je ne sais pas, moi je pense que c'est une évidence où j'en suis. Je dirais, Geneviève, il faut qu'elle travaille sur le non-soi, mais ça, c'est une vision externe. Elle-même, elle doit réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est ça l'idée. Et donc, ce temps-là est le temps qui va permettre de grandir à cette personne. C'est un peu paradoxal, même très paradoxal. Parce que l'esprit, on ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas l'améliorer. L'esprit, il est l'esprit, on ne va pas chercher, on va pas mettre un truc ou le mettre. On ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas non plus le désaméliorer, le rendre pire. On peut pas. Tout ça, ce qu'on fait, on peut se droguer, on peut tuer des gens. L'esprit, il sera toujours plein et immaculé. Les actions qu'on a faites auront des conséquences, mais l'esprit lui-même n'est pas attiré. Vous voyez, c'est pas parce que il y a beaucoup de nuages, d'autres éclairs, et tout ça, que le ciel il est moins limpide qu'avant. Il est juste le contenu de tout ça. Et donc, néanmoins, non, vas-y, je t'écoute, ça c'est un point important. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus, justement. Euh, d'une certaine, les mérites ou euh, les choses que tu fais dans ton quotidien, etc., pour créer des conditions. Mm. Ces conditions-là, effectivement, elles sont là pour te faire prendre conscience des choses. Mm. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que si tu as les meilleures conditions, c'est-à-dire les Mm. meilleures conditions, et à conditions humaines, ok, mais si tu as les meilleures conditions, je sais pas, si t'as pas tout le matériel, tous les trucs, je sais rien, est-ce- tu peux quand même,
tu peux quand même, si tu n'as pas les meilleures conditions, tu peux quand même développer ça. Et c'est très subtil la notion de condition, tu vois. Parce que des fois, les pires conditions, c'est les meilleures, tu vois. Donc, c'est une question un peu subtile. C'est-à-dire, aspect de mérite et tout ça. Je pense qu'il y a différents niveaux de pratique. Il y a différents niveaux de pratique et différents états et différentes situations. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi on a traduit comme ça, mais je ne sais pas si je le traduis correctement ou pas. Je suis un peu dubitatif sur ce truc-là. Mais quand on dit la prière de refuge, basique, hein, Sangye Shodon, Soge Shonon, Agent Shobardone, Bagage sur le temps, de Sangye tout pas chaud. Ok. Donc, c'est le premier point. On dit Janshu Bardo Dani Kapsuchi. Janshu Bardo. Ok. Et l'idée, c'est qu'on traduit par éveil. Ok. Bon, pourquoi pas. Mais éveil, ça n'existe pas en tibétain. Il n'y a pas ce terme d'éveil. Éveil, c'est bodhi en sanskrit, ça veut dire éveil. Ça veut être une logique dans la tradition sanskrit. En tibétain, on ne dit pas éveil, on aurait pu, on ne le dit pas. On dit Janshu. Donc l'idée, c'est on se réfugie jusqu'à Janshu. Et de manière basique et directe, on dit Janshu, c'est éveil, on va dire, je me réfugie jusqu'à l'éveil, jusqu'à l'état de Bouddha. Là, il y a un problème. Puisque l'état de Bouddha, on le dit en tibétain. On dit Sangye Gopon. Sangye Gopon. Sangye, c'est tout est magnifique, tout est propre, tout est réalisé, et Gopon, c'est l'état. Sangye Gopon. Or, on ne dit pas ça. On ne dit pas je me réfugie dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'état de l'éveil. C'est pas sur l'état de Bouddha, on dit tout ça. On dit Jonshu Buntu. Et il faut se poser la question. Moi, je me la pose personnellement. J'ose pas y répondre parce que ça serait tellement une révolution dans le bouddhisme français. Ce serait de rester discret. Mais je me pose quand même la question. Que signifie Jonshu? C'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que je me réfugie dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha? C'est quand même ce que je dis. On va autant dire des choses qu'on va comprendre ce que je dis. Et donc, si on revient à cette notion-là, on comprend ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire purifier, nettoyer. Et John va devenir final, va être parfait quand on arrive à Sang. Donc, il y a un lien entre Jonchu et Sangye. Mais c'est un lien de causalité. John, c'est purifier, et quand tout est propre, c'est Sang. Logique. Sangye, le Bouddha. Deuxième point, c'est Chu. Chu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ajouter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas ajouter Chu. Chu, ça apparaît de sang. Je prends toujours cet exemple. C'est comme si on lave une vitre. On peut laver la vitre. On peut faire cette action. On ne peut pas amener de clarté dans la vitre. On ne peut pas amener de limpidité dans la vitre. S'il n'y a pas une vitre, on ne pourra jamais avoir une vitre. C'est le fameux, je vous ai raconté, je crois, l'histoire. Une personne qui méditait comme ça, elle méditait tranquille, il ne demandait rien à personne. Et j'ai fini sur le zen qui pense, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je médite pour atteindre l'éveil, l'état du Bouddha. On va dire clairement l'état du Bouddha. Ah ouais, bonne idée. Donc il prend une tuile et une pierre. Il commence à frotter la tuile avec la pierre. Et donc, mais ça fait pas mal de bruit, donc je ne peux pas méditer tranquillement. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, c'est ça. Toi, tu médites pour obtenir l'état de Bouddha. Moi, je vais frotter cette tuile avec une pierre pour obtenir un miroir. La personne, il ne comprend pas. Mais en fait, l'idée, c'est que si tu n'es pas déjà un miroir, tu ne peux pas obtenir un miroir avec une tuile. Donc, quelle que soit l'action qu'on fait, elle est moins importante que la conscience de d'où on part pour l'obtenir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être pas. En tout cas, c'est un point extrêmement important. Si on pense qu'on va obtenir un état qu'on a, qu'on a peur, littéralement, on ne l'obtiendra jamais. C'est comme si on n'est pas conscient qu'il y a un miroir et qu'on peut lever un miroir pour l'obtenir et qu'on se trompe. Et on prend une tuile, et on frotte avec une pierre, on ne croit pas, mais on n'obtiendra enfin, mais on n'obtiendra jamais de miroir en frottant une tuile. OK? Parce que, et surtout pas avec une pierre.
Parce qu'on parle du mauvais c'est lumineux, c'est pas transcendant, c'est pas un réfléchissement. Ok. Et donc l'idée, c'est que Jiangsu, c'est quelque chose qui apparaît sur la base de genre. C'est exactement ce que vous êtes en train de développer ou de vivre, plus ou moins. Que ce soit Geneviève, qui voit les choses de plus en plus subtiles au niveau des perturbations mentales, comme on les appelle, de cet aspect, ou Alessandra, qui commence à avoir une ouverture de cœur, les gens qui viennent le voir, ont plus d'attention sur les autres. Ça, c'est chou. Mais c'est chou en devenir. C'est-à-dire, ce n'est pas une attitude filée. C'est comme on lave les choses, plus il y a de qualité qui se manifeste. Vous voyez. Et donc, si on reprend, moi, pour moi-même, hein, je ne vais pas dire pour autrui parce que je ne sais pas, pour moi-même, quand j'entends cette phrase, j'entends Bandou Dakuchi, pour moi, j'entends que dans mon esprit, ce mécanisme de John qui permet Chou ne s'est pas manifesté. Et à partir de ce moment-là, oui, si je n'ai pas cette manifestation, s'il n'y a pas cette John d'une manière qui produit et qui permet la clarté dans l'esprit, j'ai besoin du refuge extérieur. J'ai besoin de me réfugier dans le Bouddha, son enseignement et l'assemblée. Mais une fois que c'est en place, est-ce que j'en ai encore besoin? C'est peut-être pas, puisque je dis Bardou, c'est-à-dire juste est-ce qu'on doit comprendre? C'est une question, hein, ce n'est pas une affirmation. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai compris ce texte. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on se protège dans les joyaux extérieurs, le Bouddha, le Dharma, l'assemblée, jusqu'à l'éveil, jusqu'à qu'on soit parfaitement Bouddha? Ce n'est pas ce qui est dit, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Ou jusqu'à ce que la personne, dans son être, il vit cet aspect de Janchu. Autrement dit, c'est un terme un peu très violent si on dit ça, il est un bodhisattva. Parce que le Dantu est lié avec ce mot bodhisattva. Puisque en tibétain, Janchu Sempa, c'est Janchu Sempa. Janchu, ça on vient de le voir, Jan purifié, Chu, quelque chose qui se manifeste du fait de cette purification. Sem, c'est l'esprit. Et Pa, c'est l'aspect héroïque. Il faut ce courage. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Ça m'a vraiment choqué. Parce que tu peux voir, ça, c'est rock'n'roll. Parce qu'on était à la Roche-sur-Foron pour la dissolution du Mandala le week-end dernier. Et en fait, le moine qui a présenté le mandala, il présentait devant un public qui n'était pas forcément bouddhiste. Enfin, pas du tout, ils venaient juste voir le mandala. Ils n'avaient pas du tout l'intention de bouddhiste ou quoi que ce soit. Néanmoins, il nous a dit, enfin, moi je traduis, mais il leur a dit en France, ouais, vous êtes égoïste, vous développez de la colère, de la jalousie, c'est pour ça que vous souffrez, vous détruisez les racines de votre bonheur. Bon, toi, c'est bon programme. C'est merde, j'ai fermé les yeux, je comprends, j'ai dit, ok, il dit ça, moi je traduis, je ne cherche même pas à comprendre quelle peut être leur réaction, si c'est une bonne réaction positive ou pas, mais je trouve ça héroïque. Je trouve ça extrêmement héroïque d'être capable de dire aux gens, voilà, vous cherchez le bonheur, mais vous le trouvez, parce que vous faites les causes de la souffrance. Et les causes de la souffrance sont la haine, la colère, la méchanceté, la violence, etc. Et en plus, si vous voulez le bonheur, la première chose, ça passe par le contentement. Parce que si vous voulez des choses de plus en plus, etc., vous tirez les racines du bonheur. Et donc, c'est et donc, c'est cet aspect héroïque. Donc, l'esprit de cet être, il est héroïque et il est dans cette attitude de Janchu. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a encore besoin de se réfugier? Ou est-ce qu'il peut vivre sa vie et graduellement s'épanouir dans cette voie des bodhisattvas? Parce que là, pour le coup, c'est un bodhisattva. Et donc, c'est une question, tu vois. Et donc, quand tu parles des gens qui font, je sais pas, des mérites, des choses comme ça, etc., ils en sont où dans ce Janchu? Ouais, vas-y, je t'écoute. Je ne sais pas. J'ai pas de. Moi, je ne suis rien, donc du coup, je ne sais pas. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est, quand tu prends refuge, en tout cas, est-ce que, attends, j'essaie de formuler, pardon. Euh, une fois que t'as ouvert un peu, ou que tu es plus conscient, ou plus clair, ou plus ce que tu veux, est-ce que, en fait, finalement, t'es pas entouré d'une certaine manière, pas quelque chose qui se partage?
Et quelque chose, tu prends plus refuge, tu le partages. Oui, c'est ça. Mais je suis assez d'accord. L'idée, c'est que, tu vois, le refuge, tu vois, quand tu... J'ai pas fini la phrase. La dernière fois, j'avais commencé une explication sur une phrase, je l'ai pas fini. On a commencé l'aspect du refuge, on disait au niveau des chondromates, des dakini, donc de celles qui marchent dans l'espace, littéralement, quand il faut. Et donc, on a dit au début, on avait dit la première phrase, c'est aimer yeshe contre le coup, qui est, c'est naissance, mais c'est y a pas. Yeshe, c'est la yéné, je sais pas, la conscience qui est toujours présente, qui est atemporelle ou qui est tout le temps présente. Kondo, c'est quand, c'est l'espace, do, c'est aller, et coup, c'est le corps. Donc, cette conscience, on pourrait dire atemporelle, qui n'est pas nous, est le corps des Dakini. On a parlé de ça. Kondo, hein, le premier. Ensuite, on a vu Nejorma, Yogini. Et Nejorma Yogini, c'est dit Game Ranchung Nejorma. Game Ranchung, c'est des Kame. Un Ga, c'est bloqué. Game Ranchung. Rang, c'est soi-même. Chung, c'est manifesté. On a expliqué que les choses se manifestent d'elles-mêmes, qu'on ne peut pas les avoir d'ailleurs. Et Nejorma, Nejor, c'est un peu notre leitmotiv. C'est Nejor de s'unir avec les choses telles qu'elles sont. Avec la nature, avec les choses telles qu'elles sont. De s'unir. Et moi, c'est l'aspect féminin. On est Jorma Yogini. Donc, de maison. Après, on a un autre aspect, on a parlé un petit peu, mais très sommairement. Un autre aspect, c'est, on a vu, Gelyum Doje Pamola. Donc, Gelyum, c'est le victorieux. Lui, on ne sait pas. Ça peut être soit la mère, soit le consort. À voir. On ne sait pas. Ça reste ouvert. Et Doje Pamo, on a parlé la dernière fois. Doje, c'est le vase. Pamo, c'est la lait. Et donc, c'est le cochon. Mais vajra, le cochon vajra. Le parlement là. Et donc, cet aspect, c'est, si on réfléchit littéralement, je sais pas, moi, juste les mots, hein, pas d'explication, pas la capacité de comprendre le sens, simplement les mots. Dorje, c'est cet aspect de l'esprit indestructible. C'est l'aspect ultime de l'esprit, qui ne peut pas être altéré ou amélioré ou quoi que ce soit. C'est l'esprit qui demeure. Dorje, c'est la notion de mitupa, c'est-à-dire qui n'est pas qui est immuable, qui ne bouge pas, qui ne s'ébranle pas, qui ne varie pas, etc. Cette notion de l'esprit. Et par nous, c'est le cochon. Donc on peut dire, c'est dans l'aspect de cochon, dans la fange, dans tout ce qu'on voudra de la fange, de le cochon, l'ignorance, il y a ce vajra, il y a cet aspect immuable qui reste présent. Et là, c'est le lieu. Et donc là, on va se réfugier aussi là-dedans, mais on va se réfugier dans une autre notion qui est un peu subtile, qui n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure. Dans le Bouddha, je prends refuge. Dans le Bouddha, le Dharma, je prends refuge. Mais en tension. C'est Dharma, quand il dit Dag, sans les choses dans ceux qui sont dans la je suis pas dans les choses. Quand on dit Dag, le Santé Dharma explique qu'il faut réfléchir au non-soi. Il ne faut pas réfléchir à moi, je prends refuge. Non, c'est l'inverse. Il faut réfléchir dans ouais, dans. Donc, on revient, j'insiste pour le coup sur la tête. Où est le je qui prend refuge? Dans ce mot, dans, tout de suite, nous devons avoir cette réflexion. Donc, quand on dit je prends refuge dans le Bouddha, on va s'arrêter. Où est-il? Prends refuge dans le Bouddha. Je sais, Janchu. Qu'est-ce que Janchu? On peut s'arrêter aussi. Et donc, là, on ne dit pas ça. On dit j'ai eu un danger pour moi. Alors, c'est un peu très subtil. On dit Tudjal Nepet Japsuchi. Tudjal Nepet Japsuchi. Je peux vous envoyer le texte, vous pouvez faire cette prière de refuge, c'est très joli. Tudjal Nepet Japsuchi. Donc là, c'est complètement, on est un peu en même truc qu'on a eu la dernière fois, au niveau de, qu'on avait parlé, la vérité, il n'y a pas d'aspect de lui-même qu'on peut nous pas, on peut saisir aussi, on peut visualiser ou attraper. Puisqu'on dit Dieu, donc ça veut dire ensemble. Bu, c'est collecté ensemble. Et donc l'idée, on dit, ok, j'ai compris, je suis avec les Dakini sont là, et avec les parents, etc. Je suis ensemble. Bon. Non. Parce qu'on dit, oui, c'est séparé. Et donc on dit, pas ensemble, mais pas séparés. Là, ça devient un peu compliqué pour nous à visualiser, ou à visualiser. C'est-à-dire que cet aspect, on a réfléchi, on a vu cette conscience qui n'est pas née, qui est atemporelle, qui est le corps de Dakini,
dans l'aspect, on va dire d'autres cas, Dharmepe, sans cessation, sans dharme, ça des game, sans blocage, sans entrave. Ok? Ranjun, chose qui se manifeste de lui-même, yogini, nejorma, ok? Nejorma, celle qui s'unit à l'état naturel, du Dharmepe Gyapsuchi. Gyapsuchi, ça veut dire le refuge de protection. Shu, tu disais prendre, c'est aller, littéralement. Chi, ça veut dire aller, se rendre quelque part. Donc, se rendre en refuge, mais, attention, du Dharmepe. On n'est pas un, vous, ça, on serait connecté avec ce truc-là, mais séparé. Donc, sans être ni connecté ni séparé. Et dans cette attitude, je reviens en la protection. Vous voyez? Et donc, là, c'est un autre refuge. C'est beaucoup plus subtil, mais c'est un peu notre travail. Oui, vas-y, Geneviève, ça, c'est pas facile. Attends, faut que tu parles avec ton son, sinon je prends. Faut que tu mettes Excuse-moi. le son. Oui, 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 oui. J'ai pas très bien compris là, cette histoire de ni connecté ni séparé. De oui, quoi les deux. non, mais de quoi tu parles là? Parce que j'ai C'est-à-dire, suivi on le a début, l'objet du j'ai refuge, été tu vois. perdue. C'est-à-dire, On est oui, sur je le t'explique. refuge. Ça, c'est un refuge. C'est un refuge, c'est pas le mot bien dans le Malasika, c'est un refuge dans les Dakini. Tu vois, dans le Refuge dans Dakini. les Mais Dakinis, qu'est-ce que d'accord. le Dakini? C'est ces trois phrases. Tu vois, la première phrase, c'est, je vous l'enverrai écrit, comme ça vous l'aurez. La première phrase, c'est Yéné, Yéché, Kandoku. C'est-à-dire, Yé, c'est naissance, mais il n'y a pas de naissance. Yéché, Yéné, je sais pas, la conscience qui n'est pas liée avec le temps. Kondo, c'est le Dakini, qui marche dans l'espace. Et Ku, c'est le corps. Ça, c'est le premier. Okay. Le deuxième, c'est Dame, Ranjon, Nejojong. Tak, c'est bloqué, stoppé, cessé. Donc, il n'y a pas ça, mais Ranjon, Ren, c'est lui-même, Jung, c'est énergie. Donc, Émerge Nejojong, lui-même. notre Ouais. travail de s'unir avec la nature, notre principal leitmotiv. Ma, féminin. Ensuite, on a par moi. C'est la victoire, les victorieux. Donc, les Bouddhas, les victorieux, notamment les victorieux. Victorieux en général, des perturbations, de tous des victorieux. Donc, Yom, c'est soit le maire, soit pareil, la consort. Peut être compris dans les deux sens. Je ne sais pas quel est le sens ici à comprendre. Et ensuite, c'est Dorje Parmola. Dorje Parmola, ça veut dire, en sanskrit, on dirait Vajravaraï. Mais si on regarde, Dorje, c'est le Vajra, c'est l'aspect indestructible, le Vajra. Et puis, nous, c'est la lait adamantique. La lait, donc Dorje D'accord. Parmola, la lait Ok. adamantique. Le là, ça devient notre objet dans lequel on va prendre refuge. C'est ces Mhm. trois aspects. Mais Gyatso-chi, on va en refuge. Gyat, c'est la protection. Chu, c'est aller en refuge. Mais avant ça, il y a deux mots dans lesquels il n'y a pas ces deux choses. Il y a un mais. Et c'est quoi le qu'il n'y a pas? Du tango. Du, ça veut dire connecté, assembler ainsi. Et donc, de dire, oui, j'ai compris. Je suis cette conscience, je suis ce truc, le Mhm. Medjorma, je suis le Vajrayanti. Non, parce que tu as dit, tu veux dire séparer, diviser. Et donc, c'est ni un, ni deux. Tu n'es pas connecté, pas Ni plus que tu séparé. es divisé. Mhm. Tu vois? Mhm, mhm, mhm. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est un peu notre travail. On rentre, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait dire, aficionados de la méditation, on peut, on peut prendre cet aspect du refuge. Parce que Mhm. c'est un peu notre patronne. Vajrayogini, Vajravari, Dojepamo, Ishitoga, c'est un peu notre, comment on pourrait dire, c'est un peu l'exemple qu'on essaie de comprendre au sein de notre esprit. Parce que, je veux bien comprendre, c'est pas des bonnes femmes rouges qui se baladent dans le ciel, c'est l'esprit. Il y a une histoire comme ça, vous devez la connaître. C'est l'histoire avec Birupa. Le Birupa, il a passé 12 ans à méditer, comme il a toute une histoire avant, on n'aurait pas aller trop loin, mais il a passé 12 ans à méditer sur Vajravarai. Vajravarai, et il n'a jamais vu, même une fois. À cette époque-là, l'idée de son était tant qu'on ne voyait pas la déité. C'est pour ça qu'il pratiquait une déité, et pas 25, et tant qu'il ne la voyait pas, on disait réaliser la déité, ça veut dire qu'il peut la voir, il peut recevoir des enseignements de la déité. C'est ça que ça voulait dire. L'époque, quand on pratiquait, c'était ça l'idée. Donc, des gens sans succès. Okay.
son succès, et donc il en a eu marre, il a pris son matériel, il l'a jeté dans les vaccins. Comme ça, il s'est dit, moi, je serai tranquille. Un peu de ça. Il en a un peu marre. Et là, il est dans une histoire biblique, dans ce cours, après avoir fait ça, il y a une grande jet de je sais pas quoi. Et là, il y a un berger qui tient son maman et qui lui dit, tiens, t'as perdu un peu. C'est maintenant que tu le vis. Et il lui a dit clairement, il a dit, le visage de la Dakini ou le visage de la Jodhini, c'est l'esprit libre de pensée discursive. Comprenez? Et donc, c'est pas ce qu'on imagine quand on parle des Dakini ou tout ça. Il y a un aspect comme ça, mais principalement, c'est cet aspect de l'esprit. C'est ça qu'on essaie de, quelque part, de vivre de plus en plus. L'esprit qui graduellement devient John, et ainsi, tout se manifeste. Vous voyez? Et dans cet aspect-là, euh, l'image ou l'exemple, c'est cet aspect de yogini. Puisqu'après, il y a un autre point qui est extrêmement important, un tout petit peu, mais c'est vraiment un point crucial, c'est la béatitude. C'est la béatitude, puisque dans cette voie, ce qui se manifeste après, c'est la béatitude. Et puis après, on a vu la béatitude, la pureté, l'aspect non conceptuel de la vacuité, qui sont complètement liés. Tout ça, c'est lié. Mais c'est ça l'exemple, c'est ça que la personne vit. C'est pour ça on peut dire notre refuge, c'est plus ça. Mais une fois encore, c'est un peu subtil, parce qu'il y a du bien. Donc c'est un peu ce qu'on disait. Ah, vas-y, une phrase. Vas-y, je t'écoute, Alexandra. C'est pas une question personnelle, mais quand quand un maître Hum. euh, est pleinement accompli et Ouais. que, euh, et que peut-être il te fait entrevoir, en tout cas, quelque chose, Mhm. c'est euh, est-ce que ce serait ça? Quoi? C'est-à-dire, C'est moi, pas- c'est très, très court ce que je viens de dire. C'est très, très court. C'est quelque chose, quand il est pleinement accompli, toi, tu n'es pas accompli. Tu n'es pas accompli, mais c'est quelque chose qui va peut-être entrevoir chez toi. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose que tu restes avec, c'est quelque chose que tu développes, que tu arrives, du coup, à développer en ayant cette ouverture-là? Pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Il Parce peut que y avoir seul, cet aspect. Mais si le maître, il doit être pleinement accompli, c'est pas forcément le cas. Mais parce que les maîtres qui sont Bouddha, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Mais le maître qui est réellement un maître authentique, je dirais ça, sans être voilà, parfaitement accompli. ouais. Un maître authentique qui est vraiment qui vit ça, il peut te le faire vivre. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut l'ouverture de la personne. C'est-à-dire, il peut le faire vivre à condition que la personne soit ouverte. Et c'est là où on revient à la même question tout à l'heure. C'est-à-dire que le maître, quand il voit que le disciple, il commence à rentrer dans cette subtilité de l'esprit, qu'il a abandonné un peu l'idée de jeu, etc., que ça commence à se mettre en place, il est très content. Parce qu'enfin, il va pouvoir faire son travail. C'est-à-dire, il va pouvoir permettre à une personne d'être introduit. Introduit, ça veut dire, il montre le visage. Il montre le visage. Et c'est essentiel. Et c'est son travail au maître, c'est de se faire ça. C'est de montrer le visage de l'esprit principalement. Ou d'autres choses, la compassion, l'amour, tout ça. Il peut effectivement le montrer. C'est-à-dire qu'il te le fait vivre parce que ces mots s'appuient sur une expérience. Et donc, quand tu entends le mot, tu peux vivre l'expérience, même si tu n'as pas encore vraiment atteint cet état. D'ailleurs, c'est un peu les montagnes russes. Quand on fait lui, c'est bon, génial, j'en suis là. Et après, tu es tout seul. Ouah, mince, c'était pas ce que j'avais imaginé. Et donc, tu redescends très bas. Mais c'est OK. C'est aussi une manière de te faire comprendre qu'il ne sera pas toujours là pour te faire vivre ces expériences, pour les goûter, pour comprendre qu'elles existent, pour comprendre que c'est possible. Ça sera après à toi à travailler pour arriver à retrouver cet état. Peut-être que tu vas tu vas même m'arrêter au départ. Mais c'est le chemin. Le chemin, oui, vas-y. Oui, Geneviève aussi. Beaucoup de questions. Alors, Et vas-y, Geneviève justement, d'abord. pour revenir à la question de Alexandra sur les mérites, en fait, Ouais. moi, il me semble quand même que les mérites, c'est justement
servent vraiment à ouvrir ton esprit pour que le travail du maître puisse se faire. Si, tu vois, enfin moi je le vois un petit peu comme ça, parce que on dit que quand tu fais des offrandes au mandala, des choses comme ça, tu te places vraiment dans un état d'ouverture au maître, quand tu offres le mandala de l'univers au maître, etc., que tu vois le maître paré de toutes les qualités, etc., petit à petit, enfin moi j'ai constaté ça pour moi, ton esprit accepte l'idée du fait que par le biais d'une bénédiction, Mm. tu puisses vivre éventuellement quelque chose que le maître, c'est son job, il va pouvoir te transmettre. Moi, Tu peux le voir comme ça, tu peux le voir moi, comme je ça. le vois un petit peu comme ça, si Oui, tu veux. c'est possible. Après, je dis, moi, ça, il faut être très, très vigilant. Pour moi, il faut être très, très vigilant. Parce que euh, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Puisque tout ça, c'est, comment on pourrait le dire? C'est pas le plus important, tu veux dire, l'histoire d'accumuler les mérites n'est pas la chose la plus importante pour toi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Puisque tu fais beaucoup plus de travail en travaillant sur l'inspiration des souffles, sur le corps, sur tout ça, qu'en faisant un D'accord. mandala, sans Alors, penser à tout ça, tu vois. Sylvain, s'il te plaît, là j'ai une question qui nous sort un peu des Ouais. mérites, etc. Peux-tu expliquer la différence entre, donc on a vu les canaux, on a vu l'énergie, l'essence et les souffles. Qu'est-ce qu'on appelle les souffles? Oh, ça, c'est, en fait, tu as trois trucs. Tu vois, tu as trois trucs. Tu as canot, souffle et tiglé. C'est trois trucs, Ah tu oui, vois. peux-tu Les canaux, expliquer les souffles qu'est-ce et que les c'est tiglés. exactement? C'est très Canaux, différent. Mais les canaux sont des canaux, tout simplement dans d'accord, le ok, corps. ça Donc, c'est il y en a clair. partout. C'est pour ça qu'on fait le travail sur les mains, parce qu'ici, il y a partout des canaux qui se baladent. Mhm. Et les souffles, il y a différentes explications au niveau des souffles. En général, on parle de 10 souffles. Ok, 5 principaux, 5 secondaires. C'est Ouais, l'énergie qui circule dans les canaux et qui constitue, on pourrait dire, le corps subtil. mais C'est énergie et l'énergie du corps. souffle pour toi c'est équivalent? Tigli est quoi? Énergie et souffle, Non, non. parce que Énergie, on ne sait c'est pas trop ce qu'on l'énergie veut qui dire quand on circule met dans ça les dans canaux. l'énergie, toi. On ne sait pas trop. Parce qu'il y a Tigli. Tigli, c'est autre chose. Mm. Tiglé, c'est autre chose. Tiglé, on parle des tiglés blancs et rouges, on appelle l'esprit d'éveil rouge, l'esprit d'éveil blanc, et c'est c'est pas les sous, mais c'est une énergie qui peut circuler au travers des canaux, qui n'est pas les sous, c'est autre chose. C'est comme D'accord, une substance subtile, si tu veux, dans notre corps, et aussi liée avec l'esprit. Parce que tiglé, le tiglé fondamental, c'est l'esprit. Tu vois. Et donc, c'est un peu, il y a un lien entre le tiglé et et l'esprit. Les souffles sont les canaux, et les souffles circulent dans les canaux, et les tiglés, c'est une énergie qui peut aussi agir au niveau de notre corps, notamment les blancs et les rouges. Ils ont tous un rôle différent, féminin, masculin, etc. Et donc, ce que tu disais, tous les aspects, tout ça, je ne sais pas. Pour moi, je vois l'efficacité du travail sur les souffles. Je vois l'efficacité du travail sur le corps. Ce que tu disais, le front du mandala, les préliminaires, toutes ces choses-là, ça, c'est tellement une efficacité. Mais il faut voir où on part pour la personne où il part, tu vois. Parce que euh, tout ça, c'est un peu grossier quand même, tu vois. C'est un peu grossier. Et il faut voir la personne, comment il le fait. Tu vois. Pour Mm, moi, quelqu'un d'accord. qui fait le mandala, qui est très crispé, j'offre le Mm, mandala, je sais pas, tu vois. Honnêtement, mm. je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord. Pour moi, j'aurais tendance à dire, euh, si tu les as fait 13 fois, comme ça passe une bouchée, etc., avec une vision d'Open, etc., c'est sûr, c'est un très grand bienfait, il n'y a aucun doute. Mais après, pour la personne qui commence la méditation, c'est pas forcément les méthodes qui sont enseignées qui sont forcément les plus efficaces. D'accord, d'accord. Notamment, le travail sur le souffle, etc., est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ça. Et Mm. après, oui, peut-être, tu vois.
si la personne il rentre dans l'aspect de l'offrande du mandala avec un corps détendu, avec un esprit concentré, à mon avis, c'est différent. Mais souvent, on a cette vision, comment on pourrait dire, dans le bouddhisme actuellement, on inverse les choses, tu vois, on les inverse. C'est-à-dire, on fait des choses avant qui viennent après. Et c'est un peu ça le problème. Pour moi, le plus simple, si on revoit les choses simples, tu vois, c'est que il y a quatre attentions. Quand on rentre dans un endroit, il y a quatre portes. L'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Et la première porte, c'est l'attention au corps. Hmm. L'attention au corps. C'est pas danger quand on demandait quoi méditer, il disait pas, il insistait aussi beaucoup sur les préliminaires, mais pas dans le média. Il disait méditer, quelqu'un qui vient le voir, est nouveau, etc. Je veux méditer, comme on fait. Mais tu t'assois et tu regardes ton corps et tu vois quand il y a des tensions et tu te détends. C'était ça la méditation. Hmm. Et ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si la personne n'a pas ça acquis, vraiment tout, puis après le travail sur le souffle, de purifier, etc., tout ce qu'on peut faire de visualisation, de mandala, de toutes ces trucs-là, à mon avis, ça n'a pas un grand sens. Tu vois. D'accord, Ça n'a d'accord. pas un grand sens. Après, pour la personne qui a travaillé tout là, qui a fait tout ça et qui veut avancer davantage sur la voie, en ouvrant son esprit avec des milliards de francs, etc., why not? C'est une autre démarche. Tu vois, ça rentre dans un autre cadre. Pour ça, moi, je dirais le plus important, à mon sens, pourquoi je dis c'est le plus important, c'est que la personne vive une authentique expérience qui vient de leur méditation. Et à Hmm. partir de ce moment-là, ils rentrent sur une voie. C'est pas trop laquelle voie, tout dépend de leur motivation. Soit c'est celle qui va amener vers l'auditeur réalisateur solitaire, soit les bodhisattvas. On ne sait pas trop au départ. Et on va le découvrir. La personne, il va se retrouver face à une situation, elle dit ah, mince, je suis un auditeur. Oh, tiens, je suis un réalisateur solitaire. Ou d'être en lui, il est un bodhisattva. C'est possible. Des êtres comme ça, c'est possible. Donc, à partir de ce moment-là, la personne est entrée sur la voie. Et une voie qui ne quittera jamais. S'il a une expérience authentique au niveau de sa méditation, qui commence à se passer des choses, qui voit l'impact de la méditation dans sa vie quotidienne, sur sa méditation, il voit l'impact de la méditation sur la méditation. Ça parle fou, mais c'est quand même déjà pas mal. Et à partir de ce moment-là, il ne lâchera pas. Ça va devenir son quotidien. Ça va Exactement. devenir quelque chose qui vraiment lui apporte quelque chose. Comme de se nourrir. C'est comme si tu manges, tu vois, quand tu manges, tu as faim, tu n'as plus faim, c'est pareil. Ça devient quelque chose qui a un réel, une substance, qui le sustente dans sa vie. Et à partir de ce moment, il fait ce qu'il veut. Il peut son initiation, faire des préliminaires, faire des proclamations. L'essence même de sa pratique, elle est déjà installée. Hmm. Oui, c'est ça qui est important. Et puis après, tout dépend des personnes. Parce que si la personne arrivée à une règle, entre guillemets, une fois que vous ce que disait Alexandra, d'entrevoir la nature de l'esprit, paramètres, etc., genre de truc, ça n'a pas de sens de faire les préliminaires après ça. Ça n'a aucun sens. C'est pas moi qui le dis, hein, je ne me permettrai pas. Mais j'en parlais à, c'est pas besoin impossible, je disais, il y a un maître qui a donné l'instruction de l'esprit, et après, il demande de faire, je ne vais pas citer la personne, hein, il demande de faire un minimum 10 minutes sur chaque préliminaire ou tous les préliminaires. Il me dit, mais pourquoi? Une fois qu'il a goûté l'essence, qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec la peau? Il me dit, c'est comme si tu donnes une banane à manger à quelqu'un. Oui, c'est une banane. Ah non, maintenant tu veux manger la peau de la banane. Tu vois. Il faut comprendre ce qui amène comme préliminaire et ce qui est l'essence. Vas-y, je t'écoute, Alexandra. C'est sûr, ça allait provoquer une réaction. Ça. Oui, je t'écoute. Après, le corps, moi j'ai l'impression que le corps, autre chose est ouvert, mais le corps, les conditions de ton corps, c'est-à-dire euh, ton corps, ton véhicule, ton corps, qui peut t'amener plus loin, ça quand même, ça conditionne. C'est-à-dire que ça permet un entraînement Hum, matériel, hein, j'entends, hum, matériel, mais subtil en même temps, hum, mais subtil en même temps, pour développer ça. hum, hum. Euh, C'est c'est pas essentiel. juste un exercice physique ou c'est pas juste Hum, réciter des mantras ou hum, c'est une petite prière, mais ça entraîne le corps
Et l'esprit, d'une certaine manière, a ça, même si derrière tout ça, c'est déjà présent. Mais pour que ça reste présent plus longtemps ou de manière plus stable, c'est peut-être intéressant. Et essentiellement, ça, c'est vraiment notre travail. Si j'ai fait un peu notre travail, c'est vraiment pour expliquer cet aspect-là. C'est-à-dire que on doit unir notre corps à notre méditation et ne pas les séparer. Et que l'un vient en support de l'autre et l'autre vient en support de l'un. C'est-à-dire que par le corps qui devient apte à méditer, tranquille, ça devient une méditation, ça devient un truc plaisant, c'est pas physiquement dur ou quoi que ce soit. Et au contraire, ça amène une grande souplesse, une grande subtilité, etc. L'esprit lui-même, il rentre dans cette énergie. Et c'est cette union qui crée cette ouverture qui permet à l'être spirituel de grandir. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Et puis après, comme disait Geneviève, il y a tous les aspects de faire des mandalas, des offrandes, c'est très bien, c'est magnifique, c'est super. Mais c'est pas fait n'importe comment. C'est fait en premier avec cette union du corps et de l'esprit du méditant, on va dire, parce que l'esprit, il y a différents types d'esprit, c'est l'esprit des perturbations, il n'y a pas de grand sens. L'esprit du méditant, graduellement, l'être spirituel qui grandit, qui s'appuie sur des choses, qui ne sont pas de nulle part. Après qu'on s'assoit, on commence tout à zéro. Non, on a quelque chose. C'est d'abord un petit bébé, et petit à petit, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et après, ça devient quelque chose de sérieux. Et quand ça devient quelque chose de sérieux, c'est un peu ce que doit peut-être vivre un peu Alexandra, les gens viennent. Les gens viennent. Parce que la lumière commence à se manifester. Peut-être qu'on ne voit pas la lumière qu'on produit. Mais les personnes qui sont en demande, en souffrance, qui ont quelque chose, qui ont besoin, ils vont venir. Parce qu'ils voient cette lumière. Qui n'est pas à nous, hein, une fois encore. C'est pas moi, je suis lumineux. Non, non. C'est simplement cette union authentique du corps et de l'esprit du méditant. Donc c'est le corps du méditant et l'esprit du méditant qui s'unissent et qui avancent chaque jour de plus en plus. Et vraiment avec joie, comment dire l'autre, dans la joie et dans l'allégresse. C'est vraiment joyeux. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le top. De dire, le matin, je me suis levé, faire méditation, on va me dire, je prends mon pied. C'est vraiment, je prends mon pied. C'est très, très, très agréable. C'est extrêmement plaisant. Il y a pas rien d'autre qui amène autant de joie, autant de bonheur. Et en plus, on dit tout à l'heure, enfin, la dernière fois, c'est une joie qui n'est pas basée sur des conditions matérielles. Donc, quand je dois arrêter parce que si je bosser, cette routine, c'est le seul fait qui est dit, c'est moi qui arrête, c'est tout. C'est pas lié à un truc, tiens, maintenant, il n'y en a plus, et il faut en racheter, ou il faut en trouver ailleurs, etc. C'est en soi, c'est une joie infinie. Je n'ai pas de terme, je veux dire, c'est vraiment incroyable. Et, et on est là, on est cool, on est bien, et après, on se lève le matin, et on a le sourire, quoi. On ne peut pas être triste en sortant de ça. Et quand ce qui se passe dans la vie, il y a des problèmes, des trucs, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave parce qu'on a cette conscience en soi, qu'on a une joie et un bonheur infini. Et donc, à partir on a une joie et un bonheur infini en soi, qu'on n'est même pas encore l'infini. Donc, ça veut dire qu'on en a goûté qu'on a infini. Dans un coup, on a goûté tout. Et donc, imaginez, du coup, c'est comment on ressent pas bon, je suis un peu excité quand je parle de ça. On ressent pas une joie infinie. On soit bien d'accord, ça c'est un bout de nous. Mais on ressent une joie qui potentiellement est infinie. C'est-à-dire la manière dont on va continuer à apprécier et jouir, entre guillemets, de cette joie ou de cette félicité, etc., elle-même est infinie. Donc, ça n'arrêtera jamais d'être de plus en plus agréable, de plus en plus joyeux, de plus en plus, je parle de félicité, je ne sais pas s'il y a un terme, puisque elle-même est infinie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on ressent pas forcément cette joie infinie, ça veut dire qu'on a déjà arrivé à la fin. Mais la joie qu'on ressent est le plus aussi d'une joie qui elle-même est infinie. Et donc, chaque jour, elle ne peut que grandir, puisqu'au final, on ne s'arrêtera jamais de grandir.
Et donc, à partir de ce moment-là, on est tranquille. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est là vraiment où les choses sérieuses commencent. C'est vraiment où soi-même, on commence à goûter à ça, que ce soit la clarté, il ne faut pas non plus être esclave de ça, et le suivre, et il faut être il y a de vigilance, il faut être resté dans l'aspect c'est vide, je ne suis pas là, tout va bien, ça. On reste mais néanmoins, ce potentiel est énorme en termes de transformation, etc. Oui, Alexandra. J'avais une question. Oui. Euh, comment t'expliques, Mhm, comment t'expliques que ce que tu peux entrevoir, tu mhm. l'entrevois peut-être, voilà, mais tu n'arrives pas à, à communiquer, c'est-à-dire échanger avec d'autres personnes sur le même truc, je sais pas. Comment tu arrives à capter ça chez les autres? Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça, c'est la saisie du jeu. Alors, tant que la saisie du jeu est là, la personne est juste aveugle, tu vois. Et plus il va avancer sur la voie, plus il va être conscient de choses subtiles, mais qui sont encore le jeu, qui sont encore ce que le jeu perçoit. Jusqu'au moment donné où ça disparaît complètement. Et à ce moment-là, il y a l'ouverture pour tous ces aspects qu'on a vus de la clarté, de la félicité, de la vacuité. Sans quoi, c'est juste, comment on pourrait dire, c'est tout le temps masqué, c'est tout le temps entravé. C'est pour ça qu'on a dit, jamais arrangeons notre genre. Ah. Et on a dit, jamais arrangeons notre genre. C'est-à-dire que si on entend cette phrase, jamais arrangeons notre genre, jamais, ça veut dire il n'y a plus d'entrave. Il n'y a plus d'entrave. Jamais, il n'y a pas d'entrave. Et s'il n'y a pas d'entrave, rien ne dit. Ça se manifeste de lui-même. Mais si on les aime pas, il y a rien qui sort, il y a rien qui se manifeste. Donc, il n'y a rien qui se manifeste, la personne ne peut pas vivre ça. Tu parles dans le vent, puisque la personne ne peut pas vivre ce genre d'expérience. Tant qu'il y a des entraves. Et donc, l'idée, le maître, par sa force de sa pratique, la force de son esprit, il fait un trou un petit peu dans dans cette entrave. Il nous fait Mhm. goûter à Neljo, il nous fait goûter à Ranjo. Et après, c'est à nous d'éliminer, c'est à nous d'éliminer l'entrave. On ne peut pas faire plus. Il a fait un petit trou. Et donc, la lumière peut être perçue. Oh, il y a de la lumière qui rentre. Mais c'est pas, il n'y a pas bon, juste, c'est comme un mur, et il y a une petite fente, et il y a un peu de lumière qui est passée. Ça nous en suffit, c'est un goût. C'est comme disait quelqu'un, on peut jamais, c'est pas un peu de boire toute l'eau de l'océan, tout ça, l'eau est salée, une goutte, ça suffit. Oui. On n'a pas besoin de boire tout, hein. C'est très sérieux. Une goutte, c'est ça, et on a compris. C'est pareil. Au-delà de l'enfer, il y a cette lumière qui peut passer. Mais si la personne, elle est ultra ça passe tout simplement pas. Et donc, il peut pas attraper quoi que ce soit. Tu vois. Et tout ça, c'est très subtil, mais c'est très clair. Tu vois. Je posais la question à un autre aspect, et, euh, et je posais ce qu'on dit dans les textes. En fait, il faut comprendre une chose très importante, c'est que les textes révèlent une réalité qui n'est pas une réalité hollywoodienne avec des bouddhas, des côtés blancs, rouges, bleus, etc. Non, je pense honnêtement pas. C'est une réalité subtile de l'esprit qui est comprise par des symboles, mais qui, pour la personne qui avance sur cette voie méditative, comprend le sens et comprend ce que ça veut dire. Et ça veut dire quelque chose de clair dans son quotidien. Ce n'est pas des images fantasmagoriques, ce n'est pas des bouddhas blancs, bleus, rouges, etc. Comme a dit Vajrayani Abhirupa, l'esprit libre des pensées discursives, c'est le visage de dans une maison. C'est le visage de Vajravari. OK? Donc ça, vous le en tête. Donc, ce qu'on dit, c'est que ces aspects, on va dire, qui sont présents dans le bouddhisme, c'est des mots qui se révèlent être une réalité de l'expérience de la personne. OK? Et pour la personne qui médite, il va comprendre le sens de ce que ça veut dire.
Ça veut dire, si on lit par exemple un texte comme on raconte ça, on ne comprend pas. Mais quand la personne arrive à cette, comment dire, entre guillemets, à cette non-entrave et que les choses peuvent être rendues ou se manifester d'elles-mêmes, il comprend le sens profond de ce que cela veut dire. Et ce n'est pas de la fantasmagorie ou des bouddhas jaunes, bleus, rouges, etc. C'est pas ça. Ça s'inscrit dans une réalité de l'esprit de la personne. Mais ça, très ordinaire en effet. Mais dans cette ordinarité, il y a le secret de l'esprit. Et la vie prend une autre saveur. Et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'imaginer, je ne sais pas moi, des lumières. C'est pas nécessaire. C'est amplement suffisant. Et c'est devenu extrêmement précieux. Donc, je posais une question à Rinpoche dans ce cadre-là, parce qu'il y a les textes qu'une personne qui a avancé, il peut lire l'esprit des autres. Il peut voir l'esprit des autres. Je dis, c'est vrai, ça? C'est vrai cette histoire, est-ce que c'est vraiment possible? Il me dit, mais bien sûr, bien sûr. Il me dit, quand tu es au sommet de la montagne, tu vois tout ce qui est au milieu de la montagne. Tu comprends? Ça veut dire que la personne qui graduellement s'ouvre à cette, entre guillemets, non-entravage de l'esprit, où les qualités se manifestent, etc., il voit les gens qui sont entravés. Et il voit ce qui les entrave. Clairement, clairement. Et donc, oui, on peut dire que la personne perçoit l'esprit des autres. Mais on ne peut pas dire, tiens, il a envie d'acheter une BMW, une 503 avec le grand pare-brise, etc. On ne voit pas ça, à mon avis. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Mais on voit l'entrave, puisque soi-même, on l'a dépassé. Et on voit ce qui peut entraver. Et le maître, dans sa qualité, comme il est déjà dépassé cette fois, il voit ce qui entrave la personne, clairement. Et il va faire en sorte de l'aider, d'une manière ou d'une autre, pour dépasser cela. Et la manière dont les maîtres Dzogchen choisissent de faire ça, c'est de faire un petit trou dans cette entrave, afin de laisser la lumière rentrer. Et après, c'est au disciple, ou la personne qui est sur cette voie, de cultiver ça. C'est ce que disait tout à l'heure. Il faut le cultiver. À partir du moment où tu as fait ce trou, il ne faut pas laisser boucher le truc. Il faut essayer de l'agrandir chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Par nos efforts, de se lever le matin, de faire les souffles, de s'asseoir, d'avancer sur cette voie. Et graduellement, on verra qu'il n'y a pas d'entrave. C'est nous-mêmes qui imaginons une entrave. Il n'y en a pas. Puisque si c'était une tuile, on n'obtiendra jamais un miroir. C'est un miroir à la base. Donc, peu importe. Même si il n'est pas aussi fait dedans, il reste néanmoins un miroir. Mais si vous comprenez l'idée. Après, l'idée, ce qui leur entrave, en fait, est-ce que c'est pas notre seule imagination d'entrave qui l'entrave? Ça, c'est tout un chemin, tu vois. Mais en tout cas, nous, au minimum, on doit faire des efforts. Mais ces efforts ne sont pas ce qui amène le résultat. Les efforts sont là pour comprendre que les efforts ne servent à rien pour obtenir le résultat. Sinon, ça serait faux, tu comprends. Mais on a besoin des efforts pour rendre compte que les efforts ne sont pas nécessaires au résultat. Et c'est un peu stupide, un peu, c'est comme ça. Ça, c'est très, très, très difficile à expliquer. Mais c'est une réalité. C'est une D'accord, réalité. d'accord, mais Parce que les efforts permettent simplement de laver le miroir. Et elles ne le rendent pas transparent ou réfléchissant. Et donc, tu t'aperçois que les efforts pour laver le miroir, en fait, ne changent rien au fait que le miroir est réfléchissant. ouais, ouais, mais enfin oui, mais j'ai du mal à comprendre. Non, c'est pas incompréhensible Oui, par si tu l'esprit veux, ordinaire. bon, déjà, tous les grands maîtres, ils te disent qu'il faut accumuler beaucoup de mérites, blablabla. Non, non, mais attends, tu lis Patrul Rinpoche, je vais te dire, je peux te citer des petites phrases, je pense que le gars, il savait de quoi il parlait quand même. Oui, mais c'est pas forcément le cas. Je vais citer une histoire, et après on arrête parce qu'on a pas beaucoup ce soir. Mais est-ce que tu connais Huenong? Pardon? Huenong. Huenong. Huenong, c'est le cinquième, je crois, patriarche zen. Et en fait, il était illettré.
il était illettré, c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie. Il était illettré et il aidait sa grand-mère à couper du bois, il était très gentil avec sa grand-mère. Et il a entendu le sutra du diamant. Le sutra du diamant, quelqu'un qui parlait, il passe. Il était touché, un peu, une fois il est touché par les coups. Il est touché, il a demandé c'est quoi? Il dit ce sera du diamant. Il dit ah, c'est intéressant, ça c'est bien, c'est quoi? Et donc il a dit si tu es intéressé de comprendre le sens, tu peux aller suivre l'enseignement du quatrième patriarche, c'est-à-dire de personne qui a le zen et le Bouddha au niveau d'un chacun. C'est lui qui était le patriarche du zen. Il avait, tu vois, dans la Vaisima Kasyapa, on dit c'est arrivé en Chine. C'était en Chine. Et donc, il est rentré dans ce monastère, et il s'est lui-même montré. Donc, il ne pouvait rien faire, hein. Donc, ils ont dit, ben, tu vas bosser dans les cuisines. Tu n'as pas le choix. Il a besoin de cuisine, et balayer, faire à manger, des choses comme ça. Ok. Il est resté quelques temps. Il a su un peu d'enseignement, mais pas énormément. Il a surtout fait ce travail. Et à un moment donné, le Tathagata devait devenir son successeur. Il devait devenir son successeur. Et son successeur, on savait qui ça allait être. C'était un moine qui était vraiment bien érudit, super, tout le temps là, vraiment le. Et donc, quand même, pour désigner que c'était vraiment lui le successeur, il s'est permis d'écrire un truc sur le mur. Tu sais, il a écrit un truc sur le mur. Il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Il a juste écrit le corps est un arbre, le corps est l'arbre de la Bouddhi. Okay. L'esprit est un miroir qu'il faut sans cesse purifier pour empêcher que la poussière, les perturbations ne le souillent. Ok. Donc c'est très joli, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il y a un miroir, il on le purifie, il y a les chacun de nos efforts, etc. Très bien. Ok. Et Renan, il a vu ce qu'on avait écrit quelque chose, mais il ne pouvait pas lire. Il ne pouvait pas lire. Mais il ne sait pas lire. Donc il a demandé à un moine à côté, qu'est-ce qu'il a écrit? Donc il a dit le corps de la body, l'esprit un miroir. Non, 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 il a tout expliqué. Ah, ok, pas mal. Il a dit, mais bof, tu vois. Comment ça, bof? Il dit, ouais, bof. Tu vois. Il dit, mais attends, toi, t'es qui? T'es illettré, en plus, tu fais un monde, tu balayes les. Qu'est-ce que tu dis, bof? Non, ça, c'est sûr, on sait. Il n'a pas écrit, mais on est évident que c'est le grand disciple, etc., c'est le successeur assuré du maître. Toi, tu dis bof. Il dit, ouais, bof. Il dit, euh, si tu veux, moi, je peux écrire un truc. Toi, non. Non, il va pas. Si, ben, par exemple, tiens, tu peux écrire, moi, j'ai un truc à écrire à côté, tu vois. Il a écrit autre chose à côté. Il a dit, comment ça? Ben, ok. Tanti ben wushu, minching y fait ha. Ben là, oui, vous, watch le cinq. Avec en chinois, tu vois. Quoi ça dit? Tanti ben wushu. Le corps n'est pas un arbre. C'est premièrement. Minching y fait ta. Minching y fait ta. Pas plus, l'esprit a un miroir. Banlai, oui. Banlai, ça veut dire si la nature, si les. Banlai, ça veut dire, on traduira en général par l'essence. Mais si on reprend l'émotion tibétaine, c'est un peu la notion de nowo, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que le visage de l'esprit. Banlai, oui, oui. Si le visage est dans cet aspect de vide, Banlai, oui, on a dit le nowo tompa en tibétain, on dit. Le visage est vide. Si le visage, on dit le visage ou la nature des choses est vide, où peut se déposer la poussière? Oui, évidemment. Oui, 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 bien sûr, c'est puissant, oui, oui, c'est. Tu vois? Donc, tu as les deux voies. Tu as les deux voies qui existent. Mais les voies ne sont pas là en tant que voies, elles sont là en tant qu'individus. Tu vois? Et c'est très important de le comprendre. C'est ce que je vous dis. On fait des efforts pour comprendre qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais sans faire ces efforts, on n'arrivera jamais à comprendre qu'il n'y a pas d'effort. Mais si tu vois certains textes, il dit très clairement que le fait de s'accrocher à la progression spirituelle, aux terres, au chemin, etc., ne fait que retarder l'obtention de l'éveil. Oui, 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 à un niveau très grossier. Non, mais à un niveau très grossier, c'est très vrai, parce qu'en fait, tu veux un résultat.
Exactement. Si tu veux un résultat, tu es foutu, quoi, en fait. Qui veut un résultat? Tombe à la case numéro 1. Je veux un résultat. Voilà. Et c'est le mythe qui empêche le grand jour, si tu veux. C'est pour ça que c'est très intéressant la vision du Dzogchen, c'est un Samyipavada. Samyipavada, Kuntu Zampo, là, il veut dire Kuntu Zampo, tout est bien, tout est noble, tout est magnifique. Ça veut dire, lui, il n'est jamais tombé dans l'illusion. Mhm. Ouais, ouais, Et ouais, donc, ouais. on comprend que c'est un choix. Tu vois. Le choix, c'est est-ce que je veux tomber dans l'illusion ou est-ce que je ne tombe pas dans l'illusion? Il n'y a même pas de jeu, parce que le jeu, c'est déjà une illusion. Est-ce que je veux tomber? C'est fini que les autres ont aimé. Ok. Est-ce qu'on vit sur le chemin de l'illusion ou pas? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. Bien Et sûr. cet aspect-là, il est vrai à chaque instant. Il est Tout- vrai à chaque instant. C'est le bien. choix qu'on fait à chaque instant. Et notre pratique nous amène à pouvoir être capable de faire, pour moi, à mon niveau modeste, d'être capable de faire ce choix. Mhm. Et d'être capable de faire ce choix. C'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, la subtilité des pensées, tout ça qui viennent, etc. C'est par la pratique, entre guillemets, qu'on peut en prendre conscience. Donc nous en sommes à la situation de faire des efforts. Il faut l'accepter. C'est pour ça que le maître, le cinquième patriarche, quand il a vu le quatrième, quand il a vu cette phrase, il a pris sa chose. On ne parle pas du meilleur disciple de Renan. Et il l'a fixé avec cette chose. Et il lui a dit, ceux qui ont fait ça n'obtiendront jamais les autres. Il a dit ça. Okay. Et après, il a convoqué le soin, il lui a transmis le souscrit du diamant, tant d'autres commentaires importants. Il lui a donné son bol, son truc, et il a dit maintenant, casse-toi. Parce que les gens, ils vont te courir après, parce qu'ils vont penser que tu as volé le bol et le truc du mien. Et il est devenu le prochain patriarche, tu sais. Ouais, non. Okay. Sylvain, moi j'ai une question très, très en dehors de tout ça. Ça nous tiendra il n'atteindra jamais les mots. Ça réfléchir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire cette phrase? Hmm. Ouais, 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 ouais. Voilà. Euh, Sylvain, Dis-moi, juste tu es en train de parler, je t'ai truc, coupé. autre chose. Tu mets tous ces enregistrements sur YouTube ou comment tu fais? L'idée, c'est de cacher vos visages. Là, ils sont non listés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en accès public. Ils ne sont pas en accès public. Il faut le lien pour pouvoir les voir. Donc, c'est le lien que je vous envoie. Mais après, l'idée, c'est de cacher vos visages quand il y a des choses intéressantes. Là, c'est un peu personnel, c'est un peu bizarre. Mais l'idée, c'était de permettre de discuter pendant D'accord, d'accord, ok, sur, ok. sur des choses Donc en profondes fait, comme il l'esprit. faut juste En tout cas, les c'était de télécharger. cacher vos visages. Il C'était faut ça les l'idée. télécharger quand tu envoies le lien, parce que le lien, oui, se transfère, il reste pas longtemps. Oui, 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 il faut les télécharger. Après, sur YouTube, l'idée, c'est de partager un peu des choses, mais en tout cas, vous soyez anonyme. Ça, c'est l'idée, Oui, c'est de oui, les d'accord, monter d'accord. et que vous Mhm. soyez anonyme, qu'on n'en parle de vous, mais que ça soit anonyme. Mais le D'accord. truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui écoutent. Après, on a une division, ils en tirent un certain bienfait, peut-être, je sais. En tout cas, donc, c'est l'idée qu'ils puissent y accéder. Mais Mhm. après, je sais pas, pour moi, je pense que c'est intéressant parce que euh, c'est très riche, je pense, dans nos discussions. C'est très riche et ça nous permet de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vouloir avancer sur cette voie spirituelle authentique. Et ça, pour moi, c'est déjà une chose énorme, parce que c'est tellement rare dans notre temps, des personnes qui consacrent du temps à la méditation et qui en voient les bienfaits et qui dans leur vie, peuvent en expérimenter les effets. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très précieux. C'est Ouais, un peu c'est ce que moi je vis, entre guillemets. Avec ouais, beaucoup ouais, ça c'est d'humilité, mais Donc, c'est ce que je vis. c'est précieux, Sylvain. Merci, hein, vraiment. ouais. Peut-être que je ne le dis pas assez, mais même si tu t'es peut-être pas attaché à ça, mais c'est très précieux. C'est-à-dire ce que tu dis sur le fait de partager ça, de pouvoir échanger, se développer, être guidé. Et c'est pas en Occident, c'est moi, ça fait pas longtemps, donc je connais rien du tout, vraiment rien. Mais de ce que en tout cas, de ce que tu peux transmettre, pour moi, c'est énorme. Donc vraiment, un grand merci, même si on n'est pas 50 000. Et Non, non, c'est mais c'est dommage, pas l'objectif. mais C'est pas non, mais l'objectif. vraiment, des fois, je me demande pourquoi. Mais je me sens hyper privilégiée
Mais bon, c'est comme ça. Et peut-être que ça commence comme ça. Je pense que c'est Mais logique, petit à petit, peut-être, tu vois. Mais c'est pas, ouais. moi, je cherche pas forcément quoi que ce soit. Le truc, c'est de donner certains moyens aux personnes afin qu'ils aient des outils, tu vois. C'est ça l'idée. C'est des outils qui vraiment leur font prendre conscience, qui peuvent leur faire prendre conscience que s'ils avancent un peu sur ce doigt de la méditation, il y a vraiment des très grands bienfaits dans leur vie, tu vois. Et Mhm. vraiment, vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux. Il y a aucune chose négative. Il y a aucune chose négative. Tu vois. C'est vraiment que des choses très, très positives. Des Mais fois, on tu peut être un sais, peu bloqué, un peu comme ça, je mais veux te dire, très c'est positif. c'est super important ce que tu fais parce que quand tu es laïque, on va dire, Mm. et que effectivement tu es engagé sur cette voie bouddhiste, on va dire, que tu écoutes des enseignements aussi subtils, des enseignements aussi profonds soient-ils, etc., ça reste des enseignements. Et comment dire, tout ce que tu expliques, etc., c'est pas expliqué dans les monastères ou dans les centres Vajrayogini ou tous les autres, etc. Si tu veux, il y a pas les explications. Ce que tu expliques toi, moi, je l'ai jamais entendu ailleurs. Et je pense que c'est L'expérience aussi. et je pense que c'est L'expérience. effectivement extrêmement puissant ce que tu dis, enfin. Et vraiment, moi, à t'écouter, j'ai modifié complètement mes habitudes de pratique. Et c'est clair que ça fait une différence énorme. Et ce que tu dis, toi, je l'ai jamais entendu ailleurs. Alors peut-être que quand tu es moine ou peut-être quand tu es un yogi, je sais pas, Dharamsala, etc., tu as accès à ce genre de ce que tu dis, toi, tu vois. Mm, Mais mm, c'est pour ça que c'est extrêmement précieux ce que tu nous expliques, vraiment. Mais mm. Avec vraiment, hein, plaisir, vraiment. avec plaisir. On a Bon, l'impression d'être, je sais pas, quelques milliers d'années avant, peut-être quelques Mm, centaines d'années avant, et qu'on est vraiment comme si, voilà, on écoute, on pratique, on avance petit à petit, de manière un peu autonome, guidée, mais en même temps close, tu vois. mhm, mhm, Euh, cette mm. sensation aussi, elle est très sympa. Ok, ouais. ok. Ouais, Merci beaucoup. merci. À la Merci. semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, ça sera Oui. du bouton. Du bouton. Je vous parlerai du bouton. Waouh! Tu me Ah, parles super. aux prières Ouais, du Bhoutan? ouais, ouais. Ouais. Waouh! Mais c'est pas pour ça que j'y vais, mais je ferai bien une personne à déménager, mais bon, du coup, je serai au bouton. Ouais, Voilà. alors tu repères les bons centres pour qu'on fasse une petite méditation avec toi, une petite retraite. Ok. Ouais, j'ai pensé à un moment donné faire ça. Après, j'irai au Népal. J'ai pensé à le faire peut-être dans les grottes, etc., de choses de D'accord. Ah Rinpoché oui. ou des choses comme ça. Tu nous On va organises un bien petit faire truc ça. comme ça. On va bien faire ça. On verra. En tout cas, Génial. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne Au soirée. revoir Merci Alexandra, encore. au revoir Sylvain, Au au revoir Merci. revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Ciao, merci à toi. Merci.